suis en train de vivre la vie dont j'aurais jamais imaginé rêver, toi. Et ça, c'est assez fou. Et en fait, ok, faut jamais être rassasié, mais il faut aussi faire la part des choses et savoir savourer ce qu'on a. Tu rends la réussite en parlant accessible. En parler français, des Renois, Loxé, des Guada qui sont là, LVMH, c'est pas tous les jours. J'ai refusé de signer avec une marque qui me proposait 3 fois plus que ce que j'ai chez Nike aujourd'hui. T'es un stratège, toi. Il y a Pharrell qui est là, qui regarde les écrans, il tourne la tête, hop, il me reconnaît, et là il me check, il me fait let's go, let's go, let's go. Là, comme un capitaine d'équipe, là il m'a hypé, c'est bon, vas-y, je vais tout niquer. J'étais avec toi là. Dire que là, j'étais au show Vuitton, il y avait Jay-Z. Un grand champion, faites un peu de bruit pour lui, s'il vous plaît. Merci. Donc je suis assez content de le recevoir parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît maintenant. Et j'ai vu l'évolution au fur et à mesure et tout. Et on va en parler tout pendant 5 heures. Mais vas-y, carré. Du coup, est-ce que tu peux présenter, mais rapidement, tu vois, comme on va en parler après. Bonsoir à tous, je m'appelle Enzo Lefort, j'ai bientôt 33 ans à la fin du mois. Je suis escrimeur. J'ai commencé l'escrime quand j'avais 5 ans en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe. Par la suite, je suis arrivé à l'âge de 16 ans en région parisienne pour faire sport-études. Et à partir de mes 16 ans, j'ai été en équipe de France, donc c'était cadet, junior, ensuite senior. J'ai commencé à remporter quelques titres et par la suite, j'ai développé une passion pour la photographie et l'image, plus généralement dans le sens du terme. Et voilà, je pense que c'est aussi en grande partie la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, j'y pense, j'ai vu la vidéo où, je sais pas, tu dois avoir 8 ans. Ouais. T'étais déjà déterminé en mode, t'étais déjà un champion dans ta tête. Je sais pas si j'étais un champion, mais j'adorais la compétition. J'adorais la compétition dans le sens où moi j'ai voulu faire de l'escrime parce que je trouvais ça cool, parce que j'ai vu cette grande dame du sport français qui est Laura Flessel gagner le jeu d'Atlanta en 1996. Je faisais déjà du tennis, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime. Du coup mes parents ont cherché le club le plus proche, ils m'ont inscrit. Et en fait ça m'a tout de suite plu. En fait à l'inverse de certains sports, je dirais pas de nom pour ne vexer personne, mais mon sport il est hyper ludique, c'est-à-dire que tu auras beau répéter la même action des centaines de fois face à un adversaire, l'adversaire c'est un être humain, donc il aura des réactions différentes. Et en fait tu es tout le temps dans l'adaptation, mais en fait c'est un jeu, tu peux faire des pièges, tu peux jouer même avec le mental de l'adversaire, c'est ça qui m'a tout de suite plu. Après je pense que j'ai un tempérament où j'aime pas forcément perdre, donc ouais, la compétition ça a été un fit immédiat. Et ouais, mais la compétition, c'était un fit immédiat, mais il y a quelque chose aussi qui est très important au-delà de la compétition, c'est le jeu. Je pense que au fur et à mesure que tu grandis, que les compétitions deviennent importantes, parce que comme tout le monde, j'ai commencé en compétition départementale, puis régionale, nationale, internationale. Pour ne pas perdre cette flamme qu'on a en nous, les sportifs, c'est important de ne jamais laisser passer l'enjeu avant le jeu. Et je pense que ça, c'est très important. Je rajoute déjà des side questions, mais c'est pour ça, on va dire, quand je rajoute trop de side questions, je te dirais de répondre brièvement, mais j'ai quand même envie de savoir. Tu vois, par exemple, dans le foot, souvent, ou dans le basket, voilà, tu vois des talents, tu vois. Genre, ils sont surclassés de deux niveaux d'âge, etc. Est-ce que dans l'escrime, tu avais ce truc-là? Est-ce que tu te sentais genre grave plus fort sans faire le mec, tu vois, mais est-ce que tu te sentais grave plus fort ou c'était comment? Ouais, franchement, j'étais le meilleur de ma catégorie d'âge. Après, j'avais un très proche ami, mais qui était mon adversaire pendant toute mon enfance, s'appelle Jean-Paul Élysée. On a grandi ensemble. Il avait un an de plus que moi, ce qui fait que quand j'étais dans ma catégorie, je gagnais toutes les compétitions. Lui, il gagnait tout le temps. Et l'année d'après, parce que des compétitions sur 2 rangées d'âge, par exemple, c'est 7-8 ans, 9-10 ans, etc. Et je faisais tout le temps deuxième. Mais j'étais le seul sur l'île qui, 1 ou 2 fois par saison, arrivait à le gagner. Donc on était vraiment 2 antagonistes comme Olivier Tom, Ned Flanders, tout ça. C'est vraiment ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment grandi ensemble. On est partis la même année en sport-études. Et en fait, l'histoire a fait qu'on a fini par être médaillé olympique à Rio 2016 ensemble par équipe. Donc médaille d'argent. Incroyable, j'aime bien. Là, on sort des JO. Quel bilan tu fais des JO personnellement, dans ta discipline, l'événement lui-même? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Parce que nous, on l'a vécu à la télé, ou pour certains qui ont la chance d'aller voir certains games. Mais toi, tu étais vraiment inside. C'est quoi ton retour?
Je vais essayer de rester le plus bref possible parce que, comme tu dis, on pourrait passer 5 heures. Ah ouais. Mais non, c'était quelque chose ces jeux. C'était beaucoup, c'était très intense. L'avant, le pendant et l'après. Déjà, sans rentrer dans les détails, il y a eu toute une effervescence qui a commencé à monter 1 an et demi, 1 an avant. Alors c'est vrai que pour les spectateurs, le peuple français, les Parisiens, la sauce a pris un peu plus tard parce que, on va pas se mentir, tout le monde était sceptique avant le début de la cérémonie d'ouverture. Et après, là, tout le monde était dedans, tout le monde était d'accord, c'était réglé. Mais ouais, en fait, faut savoir que nous, l'escrime, on est un sport amateur. Donc, par exemple, moi j'ai fait des études, j'ai un diplôme de kiné, tout simplement. Très tôt, j'ai été sensibilisé par rapport au fait qu'il fallait faire des études en même temps que la carrière sportive, donc c'était très important et pour mes parents mais pour moi aussi. Donc j'ai mené ces deux carrières de front. Donc j'avais des horaires aménagés, je faisais une moitié d'année chaque année, ce qui fait que j'aime à dire que j'ai un doctorat en kiné. Au lieu de le faire en 3 ans, j'ai fait en 8 ans parce qu'avant chaque Olympiade, avant les Jeux de Londres, avant les Jeux de Rio, j'ai pris une année sabbatique. Donc voilà, dans un premier temps, ça c'est très important. Donc qui dit sport amateur dit pas beaucoup d'oseille. Qui dit pas beaucoup d'oseille, dit voilà, un peu de bricolage. Moi, j'ai eu la chance d'arriver, je mélange un peu les sujets, mais on va y revenir. J'ai eu la chance d'émerger, de commencer à faire des résultats à l'émergence des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Et en fait, nous, notre sport, il n'existe qu'une fois tous les 4 ans. D'autant plus qu'on est le sport le plus pourvoyeur de médailles depuis le début des Jeux Olympiques modernes, l'escrime. Donc, en fait, pendant 4 ans, on n'existe pas. Et chaque année, avant les Jeux Olympiques, on nous met sur les épaules une responsabilité. Ah, c'est vous l'escrime, vous devez ramener des médailles. Qui dit responsabilité dit beaucoup d'attrait pour notre discipline. Donc les partenaires, enfin même pas les partenaires, non, les médias s'y intéressent. Donc ça veut dire qu'on a une forte exposition. Et donc ça veut dire que c'est à ce moment-là où on peut potentiellement signer des contrats, générer un peu d'argent. Donc cette année, les Jeux à la maison, puissance 10, beaucoup de sollicitations médiatiques, beaucoup de sollicitations par rapport aux partenaires et quelque chose auquel j'étais pas préparé, beaucoup de sollicitations de la part du grand public. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'habiter dans Paris intramuros, donc j'ai un petit peu cette vie de quartier, j'ai ma petite fille de 5 ans qui est à l'école, etc. Et en fait, plus on se rapprochait des Jeux, plus c'était des petits trucs. En fait, c'est hyper bienveillant, mais les gens se rendent pas compte des petits pics de pression que ça peut donner à des moments où tu t'y attends pas, en fait. Ouais. Toi, moi, je m'entraîne tous les jours, très dur, je vais à l'INSEP, etc. Et la façon dont je mène ma carrière, c'est que dès que je sors de l'INSEP, je ne pense plus du tout à l'escrime parce que mon énergie, elle est vraiment focus sur l'escrime, donc j'essaie de pas trop la disperser. Et en fait, parfois, j'arrivais à l'école de ma fille, je croise des parents qui me disaient on compte sur vous pour cet été, donc c'est hyper bienveillant. Je sais pas, mon boulanger fait allez, on compte sur vous, donc ça c'est cool. Mais parfois, tu as des gens qui te disent il faut ramener une médaille d'or, on a besoin de vous, enfin des trucs qui sont assez invasifs au final. Donc en fait, ça met beaucoup de pression sur les épaules, mais moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein dans le sens où je me disais, ok, c'est pas grave, là, t'as de la chance de faire partie des 571 athlètes. J'ai vu la stat tout à l'heure, je l'ai pas regardé en tête, mais qui ont constitué l'équipe de France. En fait, t'as de la chance, t'es privilégié de recevoir cette pression. Donc, ne sois pas là à faire le miskin, à te dire, ah non, c'est trop dur et tout. Non, sois fier. Embrasse cette pression parce que t'es privilégié. Il y a combien d'athlètes qui ont dévoué leur vie à ce moment-là, qui n'ont pas réussi à se qualifier, combien d'athlètes qui n'ont pas de médaille. Et en fait, rien que pour ça, je m'estime chanceux d'avoir eu la chance de représenter la France dans ma discipline pendant les Jeux Olympiques. De fou, déjà très éloquent, j'aime bien, c'est bon. Bon, tu vois, c'est important. Parce que tu sais. Et là, j'ai parlé que du avant, tu vas me donner le pendant et l'après, tu vois. Non, mais parce que tu connais, parfois, il y avait des petits. Je fais un crochet, mais il y avait des petits préjugés à l'ancienne, beaucoup sur les sportifs qui ne savaient pas parler et tout ça. Et là, t'as bien. J'ai commencé à préciser que j'ai fait des études, donc ça rassure tout le monde. Là, tu mets une vitesse déjà. Tu mets une vitesse, j'aime bien. Et je voulais rebondir sur certaines choses que tu as dit, qui étaient grave importantes. Et justement, j'y réfléchissais. Genre, en France, on sait très bien, pays de footeux, souvent, un peu le basket, de temps en temps le handball quand il y a des grosses compétitions et tout ça. Mais comment toi tu vis justement ce que tu disais de ce lien entre ouais, je fais de l'escrime, c'est un sport amateur, c'est un sport qui vit tous les 4 ans comme tu as dit, et genre la vie de tous les jours, c'est quoi la balance et comment tu le vis en tant qu'athlète, que tu peux avoir des résultats phénoménaux, tu vois, comme d'autres, mais tu n'as pas la même lumière qu'eux. Tu vois. Franchement, je vis bien. Si j'avais voulu être une star internationalement reconnue, j'aurais fait du tennis. J'aurais continué le tennis. Donc j'ai choisi l'escrime. Mais honnêtement,
Je le vis très bien parce que je crois que, enfin, c'est pas je crois, j'aimerais pas être reconnu dans la rue tous les jours, ne pas pouvoir vivre ma vie tranquillement, ne pas pouvoir venir à la Sowars en live, ne pas pouvoir prendre le métro. Enfin, c'est ça la liberté en fait. Et moi, j'attache trop d'importance à ma liberté. Donc déjà, c'est quelque chose enfin, je suis fier, enfin, je suis très content d'avoir ce tempérament. J'ai pas envie d'être connu. Du coup, je pense que ça me fait faire les choses pour la bonne raison aussi. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, encore une fois je digresse, mais ce que j'essaie de faire en dehors de l'escrime, j'essaie de le faire pour des raisons qui me sont chères, des valeurs qui me sont chères et dont je suis intimement convaincu qu'elles peuvent servir à quelque chose, que juste le fait de faire des choses pour être connu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est entre guillemets facile de percer, mais est-ce que tu as envie d'être connu pour les mauvaises raisons? Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le cas. Donc, je le vis très bien. Et pourtant, il y a eu des trucs où, avec mes coéquipiers, quand on est champion olympique à Tokyo, on n'est pas en une de l'équipe, c'est Esteban Ocon qui gagne un Grand Prix de F1, tu vois. Quand je suis champion du monde, à chaque fois, j'ai pas eu de couve de l'équipe parce c'était pendant le Tour de France, tu vois. Les gens me disent, ouais, t'es pas dégoûté et tout. Bah, non, c'est ok, en fait, mon titre de champion du monde, c'est pas une de l'équipe qui va le maximiser, qui va faire que je vais gagner plus d'oseille, qui va faire que j'ai plus de visibilité. Non, enfin, mon titre de champion du monde, c'est moi et mon ego. Et moi, je suis content d'avoir gagné tout le monde ce jour-là. Et en fait, ça me suffit amplement. Une bonne mentale, j'aime bien, franchement, c'est propre. En termes on va dire de sport, tu as tout gagné, tu vois, dans ta discipline quand même. Tu vois, moi je dis t'as tout gagné. Moi je suis un abuseur, tu vois. Je suis un abuseur, mais t'as quand même or, argent, bronze, ça n'a rien. Voilà, tu vois. Comment t'as vécu le fait de pas gagner en solo? Comment t'as fait, déjà comment t'as vécu ça? Et après, comment t'as, je sais pas si surmonté, voilà, tu vois, je suis pas athlète moi, mais comment t'as fait pour derrière aller chercher la médaille de bronze en équipe, tu vois? Alors, le fait déjà, enfin, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, donc le fait d'être attendu, ouais, ça rajoute de la pression, mais comme je l'ai dit, c'est une pression où je me sens privilégié. Après, tu dis que j'ai tout gagné, mais c'est pas vrai, j'ai gagné tout par équipe. J'ai gagné un titre, enfin 2 titres en championnat du monde. Il manque le titre indiv au jeu, le titre un indiv aux Europes. Donc on appelait ça finir le jeu en escrime, donc je l'ai pas encore fini. Okay. Mais voilà, en tout cas, ça me donne toujours la dalle parce que j'aime pas perdre. J'aime pas perdre, je pense que je déteste perdre comme j'aime gagner. Donc le fait de ne pas arriver à décrocher cette médaille en individuel, bah, c'est vrai que c'est dur parce que c'était mon objectif, mais c'est le sport en fait. Enfin, je m'estime déjà... Le petit garçon de 5 ans, il n'aurait jamais pensé, ne serait-ce que participer, ne serait-ce que être champion de France. J'aurais jamais pensé être champion de France. J'aurais jamais pensé pouvoir dire que je fais partie de l'INSEP, des 12 mecs de l'équipe de France. J'aurais jamais pensé participer aux Jeux. J'ai participé aux Jeux, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai été médaille olympique. Ensuite, j'ai été champion olympique. Ensuite, j'ai été champion du monde individuel. En fait, c'est ce que je dis, c'est que je suis en train de vivre la vie dont j'aurais jamais imaginé rêver, tu vois. Et ça, c'est assez fou. Et en fait, quand tu es dans un... Ok, il faut être ambitieux. Ok, il faut jamais être rassasié. Mais il faut aussi faire la part des choses et savoir savourer ce qu'on a réussi à faire. Parce que c'est important quand tu regardes le palmarès de l'escrime. Sans me jeter de fleurs, je pense que je m'inscris dans le top 5 des fleurettistes français. Enfin, rien qu'en réfléchissant à ça, c'est assez fou. J'ai le bronze, l'argent, l'or olympique. Enfin, en fait, voilà, si tu es dans une perpétuelle quête de toujours plus, parce que c'est ambivalent, parce qu'on a besoin de ça aussi pour pas se reposer sur ses lauriers, mais finalement tu es malheureux. Et en fait, il faut trouver ce truc entre se remettre en question, mais aussi savoir savourer. Et j'avoue que c'est un équilibre que j'arrive de plus en plus à trouver au fur et à mesure que je vois la fin de ma carrière arriver, parce que j'ai 33 ans, donc voilà, Los Angeles 2028, si j'arrive à me qualifier, ça sera vraiment le dernier chant du cygne. Mais par rapport à ma contre-performance individuelle, en vrai, je suis quelqu'un qui relativise très vite. C'est-à-dire que ça énerve mon coach. Je perds un match, une Coupe du Monde, Championnat du Monde, honnêtement, je suis capable de rigoler 10 minutes après. C'est pas des blagues. Parce que il y a des trucs tellement plus graves dans le monde. Enfin, c'est un match d'escrime, c'est du sport. Ok, j'ai mis toutes mes tripes, je suis en bonne santé, j'ai une belle vie de famille, j'ai une fille qui est en bonne santé, j'ai la chance de pas être dans le besoin financièrement parlant. Enfin, voilà, en fait, quand tu penses à ça,
tout va mieux très vite. Et après, pour le par équipe, j'ai la chance de faire partie d'un groupe de mecs super. Ce ne sont pas des collègues, ce sont des potes. On a partagé énormément d'émotions ensemble. On a encore subi une désillusion ensemble parce qu'on perd la demi-finale alors qu'on visait l'or. Et en fait, après, juste avant de rentrer sur la petite finale, on se regarde et tout, et on se dit, bon les gars, là, on y va, on va donner notre mieux. On sait qu'on est capable tous de donner nos tripes, de faire tout ce qu'il faut pour gagner, mais la chose la plus importante, c'est qu'on est aussi capable de perdre ensemble. On est capable de perdre ensemble, et si on perd, le jugement de valeur qu'on a sur l'autre, sur chacun, il ne va pas changer, on ne va pas se remettre en question. Il n'y aura aucune responsabilité qui sera mise à quiconque, c'est l'escrime, c'est l'équipe qui perd. Et en fait, c'est grâce à ça, parce que je ne vais pas vous mentir, la petite finale, honnêtement, on se l'est dit après, pas avant, mais dans nos têtes, on partait perdant. On les avait pas battus depuis plus de 3 ans, les Américains. Et en fait, c'est cet état d'esprit entre nous, plus la force du Grand Palais, la force de plus de 8000 personnes. Tu rentres, t'as des gens qui entonnent la Marseillaise, qui scandent ton nom, qui en fait, c'est un public bienveillant, tu sens qu'ils n'ont pas... ils seront pas déçus si tu perds. Ils seront là, quoi qu'il arrive avec toi, parce qu'eux, ils veulent t'encourager à exprimer ton plein potentiel. Je trouve que tu es plutôt équilibré, parce que tu connais, hein, souvent tu as des champions sont zinzin vite fait, tu vois. Et franchement, c'est intéressant de voir comment le recul que tu as, tu vois. En tout cas, moi je trouve ça assez incroyable. C'est un peu dans le même type de question, mais j'ai envie de savoir comment tu fais dans ta tête pour te dire je vais rester au plus haut niveau, tu vois. Parce que même si tu es en mode tu relativises, etc., à la fin de la journée, tu veux prendre l'or, tu vois. Tu as dit tu veux tout rafler, tu as dit tu veux faire le tour du monde. D'ailleurs, quelqu'un qui a déjà fait ça d'ailleurs? Non. Ouais. C'est pour ça aussi que je veux le faire. Ah voilà, tu vois. Donc, comment tu fais dans ta tête pour rester tout le temps au plus haut niveau? Déjà, il y a un truc dans le sport, c'est que gagner une fois, c'est pas facile, mais c'est dur. Le plus dur, c'est de réitérer l'exploit, pardon. Et en fait, il y a quelque chose auquel je crois fortement, c'est que on peut pas faire du copier-coller. Nous, on a des temporalités dans le sport, c'est saison après saison. C'est-à-dire que tu gagnes, tu es champion du monde, tu reviens la saison d'après, tu peux pas essayer de faire du copier-coller, essayer de refaire la même chose. Tu peux t'inspirer de ce qui a fonctionné, mais il faut aussi te remettre en question et voir ce qui n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est très simple dans le sport comme l'escrime, dans le sens où tu gagnes les championnats du monde, en vrai de vrai, t'as pris des touches. T'as gagné tous tes matchs, mais t'as pris des touches. Chaque touche que tu prends, c'est un micro-échec, c'est une façon de progresser. Donc en fait, déjà moi, en tant qu'être humain, mon corps il change. Je ne fais pas de l'escrime maintenant que comme j'en faisais il y a 20 ans. Je suis peut-être moins fort physiquement parce que j'ai de l'arthrose, je suis quelqu'un de vieux. Mais par contre, j'ai une intelligence tactique qui s'est développée, ma technique aussi s'est développée, il y a la mémoire musculaire, fort heureusement, qui existe. Donc maintenant, en début de saison, j'ai pas besoin de charbonner 2 mois pour retrouver mon cardio, pour retrouver ma masse musculaire et tout. Ça, c'est assez vite réglé. Donc je gagne du temps sur certaines choses par rapport à des jeunes, des plus jeunes. Et puis après, il y a le mental. Il y a le mental parce que c'est compliqué de se dire... En fait, moi, j'ai un interrupteur, j'ai pas d'entre-deux. Je suis là, je suis à 100%. Vraiment, je suis vraiment à 100%. Je fais en sorte que chaque seconde de mon entraînement compte. Sinon, ça sert à rien que je me déplace. Par contre, quand je sors, je pense plus à l'escrime. Et même dans ma vie, je fais en sorte d'avoir un équilibre dans le sens où, par rapport à la vie de famille, par rapport à mes projets annexes que j'ai. Donc en fait, pour moi, le fait de durer, ça tient à l'épanouissement. Parce que pour moi, un athlète épanoui, c'est un athlète performant. Ok. Franchement, c'est plutôt clair. C'est limpide, donc du coup, j'ai carrément... Tu m'as tout dit, frérot. Normalement, j'ai toujours un bail pour rebondir. Là, j'étais en train de boire. C'était comme ça, là. Je buvais les viands. Et puis, c'est tout. Tu vois. Non, c'est clair. On va laisser passer 3 questions. 3 questions, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Qui veut faire poser des questions, ou réagir? Il y a quelqu'un là-bas. Bonsoir. Du coup, j'avais une question pour toi par rapport au fait de la représentation en tant qu'homme noir. On sait qu'aujourd'hui, en banlieue et d'ordre général dans le monde, les personnes noires, elles sont dirigées vers des sports tels que le foot, le basket et plein d'autres sports, parce que dans tous les cas, ils ont énormément de représentation. Et je voulais savoir, du coup, si toi,
le fait de ne pas en avoir ou en avoir extrêmement peu, ça a été un frein? Et si ça n'a pas été un frein, est-ce que par la suite, tu t'es dit que tu avais un devoir de représentation par tes origines, qu'elles soient ethniques et de ton pays? Ouais, les questions deep dès le début. Mais frérot, je t'ai prévenu, oui. Non, c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose c'est un sujet qui a mûri dans ma tête au fur et à mesure. En fait, mon histoire, elle est quand même parsemée de rôles modèles. J'ai commencé l'escrime grâce à Laura Flessel, qui est une femme noire comme moi, mais c'est une femme, elle est noire. Donc en fait, c'est pas pour moi la représentation dans le monde du sport, ça ne tient pas forcément à une couleur de peau ou à une chose comme ça, c'est plus par rapport à une personne, un être humain, ce qui te dégage. J'ai commencé l'escrime grâce à Laura Flessel, et c'est un autre champion Laura Flessel faisait de l'épée, moi je fais du fleuret. C'est un autre champion qui s'appelle Brice Guyard, qui m'a inspiré et qui m'a un peu façonné comme l'escrimeur que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup pompé de son jeu. Et c'est un brun, un blond aux yeux bleus qui a grandi au Vésiné. Donc moi, ce que j'aime dans la façon dont je me suis forgé, c'est que j'ai eu des rôles modèles qui n'ont rien à voir les uns envers les autres. Et que surtout, nous, en escrime, il y a quand même une sacrée histoire. En Guadeloupe, il y a une sacrée histoire avec l'escrime. Mais en fait, j'ai commencé à l'escrime en Guadeloupe, donc j'étais entouré de personnes qui me ressemblent. Mais par contre, en évoluant, en voyant certaines réactions de personnes, des gens qui s'identifient à moi et qui ont peut-être au fur et à mesure manqué de ce rôle modèle, c'est vrai que je suis conscient de cette responsabilité que je peux avoir. Mais j'essaie d'endosser cette responsabilité dans le domaine sportif, en fait, en essayant de gagner des médailles pour être visible déjà, mais ensuite à travers tout ce que je fais. En fait, quand un sujet me touche, j'essaie de prendre la parole. J'aime pas trop la prise de parole frontale ou premier degré. Par exemple, quand un sujet de société qui me parle, je vais pas forcément faire une story ou un post Instagram. J'essaie d'en parler plutôt à travers la photo, à travers des choses qui sont plus second degré, parce que ça laisse plus de place à l'interprétation et la subtilité. Et en fait, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans la rue, qui sont en frontal. Il faut qu'il y ait des gens qui passent un peu par les côtés et qui sont un peu plus subtils. Il faut des gens aussi qui sont dans le système et qui arrivent à le faire changer de l'intérieur. Donc en fait, je pense que c'est en étant présent sur tous ces fronts-là qu'on arrive à faire changer les choses de façon durable. J'avais levé la main. Déjà, félicitations à toi pour les JO. Voilà, moi c'est Kouman. Et j'avais une question. En fait, tu en as parlé un peu, tu disais, ouais, j'ai la chance d'être un athlète et d'être là où est-ce que je suis. Et moi, je voulais savoir, en fait, dans ta carrière, à quel moment, où est-ce que tu sais, ta foi de te dire, ouais, j'ai envie d'être un grand escrimeur, ça s'est transformé en réalité, genre. Genre, tu t'es dit, c'est possible pour moi. C'est arrivé très tard. C'est arrivé très tard. Déjà, je reprends un peu au début. J'ai eu la chance aussi, Maury Balabi l'a dit, pour lui, j'ai l'air de quelqu'un d'assez équilibré. C'est grâce à mes parents. Mes parents, j'ai une éducation stricte, mais très saine. J'ai eu la valeur des choses très rapidement. Et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir donné ce rapport au sport. C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont mis au sport pour les valeurs qu'ils représentent. C'était pas du tout pour être un champion. C'est-à-dire que mes parents, ça aussi on le prend pour acquis, mais quand tu grandis, le fait que tes parents t'amènent 2-3 fois par semaine à tes activités extrasportives, que le week-end ils t'amènent à tes compétitions, on prend ça pour acquis quand on est petit, on croit que c'est normal, mais en fait non. Nos parents, ils charbonnent toute la semaine et le week-end, ils ont peut-être envie de se détendre. Ils n'ont pas forcément envie de faire 1 heure de route pour terminer une compétition, de passer, moi c'était dans un gymnase en plus, de passer la journée enfermé et tout. Donc ça aussi c'est très, très important. Mon père, mes parents n'ont jamais été présents à proximité immédiate d'une piste d'escrime. Ils m'amenaient, ils m'achetaient mon matériel, ils me ramenaient. Et ça, c'est déjà le meilleur support possible. C'est-à-dire que je savais qu'ils voulaient que je gagne mes matchs, mais ils n'étaient pas là à me haranguer, à crier, à s'embrouiller avec l'arbitre ou quoi. Non, c'était mon truc à moi. Et on en a parlé aujourd'hui. La raison pour laquelle je dure autant dans ce sport, c'est que je fais ce sport pour moi. Pas pour ce que les gens vont penser de moi, pas pour ce que ça peut m'apporter, je le fais pour moi, et ça a toujours été le cas dès le début. Donc voilà, c'est ce rapport au sport. Et du coup, j'ai grandi, et j'ai toujours aimé gagner, donc j'ai gagné ma première compétition, les interclubs, départementales, régionales, nationales. Finalement, j'ai été détecté. Enfin, il y a une histoire, je peux parler trop, pardon. Non, tranquille, vas-y, on voit. En fait, j'ai grandi en Guadeloupe, donc le fait de faire de compétition nationale, ça coûtait très cher à mes parents. En Guadeloupe, on est beaucoup moins nombreux, donc quand j'avais 13-14 ans, les compétitions, désolé, mon début s'accélère, mais beaucoup de choses à dire. Les compétitions, on était peut-être
10, 11, 12, alors qu'en France hexagonale, les compétitions régionales, ils sont déjà 50, 60, nationales, 100, 120. Du coup, tactiquement, il y a ce truc où ils voient beaucoup de jeux différents, donc tactiquement, ils évoluent assez rapidement. Et en fait, quand j'avais 15-16 ans, je pêchais tactiquement. Je sentais que physiquement, j'étais bon, techniquement, j'étais bon, mais tactiquement, j'arrivais pas forcément à m'adapter assez rapidement. Et du coup, je voyais un plafond de verre, je voyais que j'étais dans les 10 meilleurs français. Et en fait, je voyais que mes parents me payaient 5-6 billets par an, les hôtels et tout. Enfin, j'étais pas naïf, je me doutais bien que c'était de l'argent qu'ils auraient en moins pour me permettre de faire mes études, parce que moi, j'ambitionnais de partir à 18 ans faire des études en France hexagonale. Donc à 15 ans, j'ai dit à mes parents que j'arrêterais de faire la compétition nationale. En gros, je leur ai dit d'arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres et que j'allais continuer l'escrime, mais juste pour moi, à niveau régional. Et le hasard fait bien les choses, parce que 3 semaines après, l'entraîneur national il a dit à mes parents que voilà, il voyait un potentiel en moi et qu'il voulait que j'intègre le pôle espoir de Châtenay-Malabry à l'époque. Donc c'est une décision que mes parents ont pris du temps à prendre. J'ai pris 1 mois à réussir à les convaincre de me laisser partir. Parce que laisser son gamin de 16 ans partir à l'internat à 8000 km, tu n'as pas forcément, tu ne peux plus agir en fait, décalage horaire, tout ça, ça implique pas mal de choses. Et ils m'ont laissé partir. Quand je suis arrivé, les 2 premiers mois, j'ai pris des branlées sur branlées, vraiment. Franchement, je me souviens 3-4 entraînements où je finissais les larmes aux yeux, je me disais mais qu'est-ce que je viens faire là? En fait, je comprends pas. Et en fait, au bout de 2 mois, j'ai la première compétition nationale en cadette, je l'ai remportée. J'ai été en championnat d'Europe cadet, on a fait 3e par équipe. Ensuite, j'ai fait les championnats du monde junior. Finalement, j'ai commencé à perfer en junior. L'entraîneur m'a demandé de venir à l'INSEP, donc chez les seniors, alors que c'était ma 3e année junior. L'entraîneur, je sais pas, il a vu un truc en moi, il m'a directement mis dans l'équipe senior, l'équipe de France senior, j'étais encore junior. Du coup, j'ai acquis de l'expérience. Et en fait, même en faisant tout ça, pour moi, les jeux, c'était loin, c'était pas pour moi. Et du coup, j'ai commencé à croire aux jeux. La première fois, j'ai fait un quart de finale, l'année olympique, donc en 2011-2012. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à jouer. Et en fait, même le jour de la sélection, je me disais, non, mais je suis trop jeune, je vais être suppléant, c'est-à-dire je vais être le remplaçant du remplaçant. Enfin, c'est pas possible. En fait, j'ai commencé à y croire quand j'ai commencé à faire le résultat, mais je pense que j'ai vraiment embrassé le truc le jour où j'ai entendu ma sélection pour mes premiers Jeux Olympiques à Londres. Ok, c'est beau, merci. Merci pour ta validation. Qui veut mettre une dernière question et je réagis en même temps? Vas-y, let's go. On est vraiment parti sur des bases de 5 heures là. Ouais, mais t'as vu là, franchement, j'ai diminué le bail, tu vois. Mais en tout cas, je me suis dit, pendant que tu parlais, je me disais, en fait, toi, tu rends la réussite en parlant accessible. Parce que t'as eu, c'était pas genre tout était rose, tout était fluide. T'as des athlètes, c'était tout droit, tu vois. Tu vois, c'était vraiment en mode, ils ont tout survolé, ils ont bu tout le monde, tu vois. Toi, t'as eu des difficultés, tu as survolé aux Antilles, et après tu es venu en France, tu as eu des entraves et tout, et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est que tu te dis, ah t'as fait, tu étais fort, mais t'as fait, et tu te dis, ah ok, en vrai quand t'entends ça, tu peux dire, ah ouais, moi aussi je peux le faire, tu vois. C'est pas en mode, tu vois, là, ouais, bien sûr. En fait, on entend beaucoup les success stories à la, je sais pas, les Michael Jordan, Kobe Bryant et tout, mais non, faut amener un peu de nuance. En fait, des gens comme ça, il en existe un par sport, par génération. Et la réalité, c'est que même les success stories de Kobe Bryant qui était à 4h du mat dans le cours de basket, il y en a plein qui ont fait comme lui. Il y en a plein qui sont éclatés au sol. Hein. J'en ai connu des gars qui s'entraînaient énormément en escrime et qui n'avaient pas le talent, tu vois. Et au contraire, j'en ai connu plein qui étaient hyper talentueux, qui taffaient pas et qui n'arrivaient pas. Donc non, en fait, il y a un équilibre. Et par contre, la réalité, le point commun, c'est que si tu ne taffes pas, tu n'y arrives pas. Ou en tout cas, tu ne dures pas. Salut, moi c'est Cyriam. Enchanté. Encore félicitations pour les jeux. Moi j'avais une question, c'était plus sur l'après. Tu vois, tu as parlé de 2028. En vrai, je te souhaite de faire une médaille à Los Angeles. Est-ce que tu arrives à t'imaginer un peu sur l'après-carrière? Tu m'as parlé de ta fille, donc je me doute que voilà, il y a plein de choses qui sont importantes pour toi. Mais est-ce que, en tout cas, vous l'évoquez durant votre carrière, est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Là, t'empiètes sur un arc narratif de Moriba. J'allais dire, et toi, t'es là, tu spoil. C'est comme si tu regardes Attack on Titan, tu vois la fin. Mais frère, tu regardes Attack on Titan, tu veux voir l'arc final, frère. Non, j'ai fait une réponse qui va permettre à Moriba de merci Enzo. Qu'il avait. Sportco, ça. En escrime, on a dit une dimension par équipe, donc on va essayer de faire les deux. Mais non, comme j'ai dit, en fait, l'escrime, c'est un sport amateur, donc toujours en filigrane au fil de ma carrière, toujours cette question de la reconversion
En vrai, de vrai, si demain je suis blessé, j'arrête, je touche du bois, je veux pas que ça m'arrive, mais j'ai un diplôme de kiné, je peux exercer. Après, de par mon parcours, de par mes rencontres, j'ai rencontré des personnes qui m'ont, encore une fois, mes parents m'ont éduqué en ayant une certaine curiosité naturelle, j'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert à plein d'univers différents, et j'ai la chance de gagner ma vie grâce à mon sport, ma passion, et d'avoir un peu de temps libre, donc je ne jette de pierre à personne, tu vois, mais je suis pas ce sportif de niveau qui s'entraîne le matin, qui s'entraîne l'après-midi, et qui entre les deux joue à la play dans son salon, tu vois. Entre les deux, je sais pas, je sors, je vais voir mes potes, je vais faire des expos, je taffe sur d'autres trucs, tu vois. Donc en fait, je réalise aussi la chance que j'ai d'avoir un métier qui est certes dur physiquement, mais qui me permet d'avoir assez de temps. Et en fait, quand tu as du temps, tu peux toujours gamberger, créer des trucs. Donc voilà, et là, du coup, je vais laisser Moriba reprendre le lead sur la question. On voit le micro, bien vu. Bon, tiens, je te le laisse. C'est bon, ouais, c'est bon, t'es bon. T'inquiète. C'est bon. T'es pas bougie, j'aime bien. Du coup, on reprend le cours. Il y a quelques mois, on a reçu Stéphane Ashpool, qui a designé tous les tenues Jeux Olympiques, tenues des athlètes, villages, etc. Donc c'était vraiment un truc de fou. D'ailleurs, on les a vus en vrai, c'était assez incroyable. Toi, est-ce que tu l'as rencontré déjà? Tu l'as rencontré? Ouais, j'ai rencontré Stéphane, on est potes, ouais. Ouais, et non, quand je dis rencontrer, ça veut dire pour ta tenue. Est-ce qu'il a non, ça. le coq sportif, Nike, Ouais. ça marche pas, ça va pas ensemble. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que la tenue d'escrime. Non, la tenue d'escrime, en fait, c'est beaucoup trop technique. C'est trop technique, du coup, en fait, le coq sportif a sous-traité un fabricant d'escrime. Okay. Et du coup, ils ont juste apposé le logo parce que c'est le cahier des charges du comité international olympique. Donc voilà, du coup, sa partie escrime, c'était très simple. Okay, par contre, il a eu des prises de parole. En fait, ce que j'aime bien avec le travail que Stéphane a effectué, c'est que Stéphane, c'est un créatif, il a poussé le curseur au max du max, mais il a dû taffer avec le CIO. Le CIO, sont beaucoup de contraintes parce que les Jeux Olympiques, c'est une marque très lucrative au demeurant. Donc, c'est normal, il faut baliser les choses, il faut faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup avec le travail de Stéphane, c'est qu'il a poussé le curseur au maximum. Par exemple, sur les justes au corps de la GRS, la gymnastique rythmique et sportive, il a mis des plumes, des choses comme ça. À l'escrime, il a fait le radiant là qu'il a développé, il l'a mis sur les masques. Donc, en fait, il s'est permis cette prise de parole artistique pour l'image. Et après, on va dire que c'était un peu son moodboard d'inspiration. Et après... on va dire, oui, en fait, c'est comme les pièces dans la mode, t'as les pièces défilées qui vont pas se vendre, en fait, tu vois. Il faut coller aux réalités du marché. Donc, en fait, Stéphane, il a un peu apposé cette expertise qu'il a à la collection olympique. Intéressant d'avoir le point intérieur. Là, on a parlé d'excellence sportive, tu vois, dans le mindset, dans la façon de réfléchir, on dit jouer pour l'escrime ? Tirer. LVMH, ils ont été un sponsor premium. Ah, là, ils ont été chauds. Franchement, ils ont fait le taf. Ouais. Ils ont fait le taf sur les JO. Tu les voyais partout et tout. Omega aussi, payé. Là, je rigole. Mais Omega, blablabla. Mais LVMH, ils ont vraiment bien donné le truc. Toi, tu as été ambassadeur, tu as travaillé avec eux. Comment ça s'est passé, tu vois, genre en gros, le fait d'être ambassadeur, le fait de défiler pour Pharrell. Raconte-nous un peu tout ça, tu vois. Alors ça a commencé par un DM Insta. Donc je reçois un DM Insta d'un mec qui travaille pour une agence. Il me dit, alors il me demande un peu est-ce qu'il peut m'appeler parce qu'il y a un partenaire qui aimerait potentiellement s'entretenir avec moi. Et en fait, en période olympique, j'avais pas mal de sollicitations, donc je les prenais tous, mais je me suis dit, bon, on va voir ce que c'est. Il a commencé à me parler, il me demande un peu de faire l'état des lieux des partenaires que j'avais. Donc à l'époque, je crois que j'avais Nike, la FDJ, et je crois que c'est tout. Et là, du coup, il me demande si j'ai des exclusivités. Du coup, il me dit, bon, ça tombe bien, c'est un truc qui est dans une boîte qui est dans le secteur du luxe. Donc, du coup, mais il peut pas me dire. Donc, je sais pas, j'imagine, mais j'imagine sans imaginer parce que c'est tellement vaste le luxe, tu vois. Je me suis dit, je pense que c'est un horloger, un truc comme ça, tu vois. Et 2 semaines après, il me dit, c'est LVMH, ils aimeraient te rencontrer. Donc là, je me dis, carrément, c'est inimaginable en fait. Je me dis, bon, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là, je les rencontre dans leur bureau de avenue Montaigne. Je les rencontre, et puis là, je rencontre une équipe de 4 personnes. On s'est entretenu 2h30, c'était un état de la culture, en vrai. On s'est entretenu 2h30, et en fait, on a fait un peu ce qu'on est en train de faire là, sur ma carrière,
mon leitmotiv, mes motivations, ce que je fais à côté. C'était vraiment un peu ce qu'on est en train de faire là. Et en fait, j'avoue que on pense LVMH, on pense à cette image de luxe, d'élite, d'excellence, etc. Alors une chose est sûre, ils sont excellents dans tout ce qu'ils font, ils sont très précis. Mais en fait, les personnes à qui je me suis entretenu, ce sont des passionnés de sport. Des gens hyper humains. Là, je suis arrivé dans leur bureau, ils avaient des autographes de sportifs, je sais pas, des survêtements, des choses qu'ils collectionnaient. Et puis ils étaient... voilà, on a parlé d'humain à humain. Et ça, franchement, franchement, j'en garde vraiment un très très bon souvenir de cette première entrevue. Donc après, ils sont quand même restés assez évasifs parce qu'à l'époque, je pense que c'était en mars 2023. Du coup, eux n'avaient pas encore signé. C'était il n'y a pas si longtemps, en fait. Hein. Ouais, je voulais te dire, c'était 2021, genre. Non, parce qu'à LVMH, ils sont arrivés un peu de façon très tard. Enfin, c'est le dernier partenaire à avoir signé. Et ils sont arrivés très tard. Et comment dire, et ils n'avaient pas encore signé, ils étaient encore dans les tractations. Et en fait, ils me disaient, bon, c'est pas encore sûr qu'on signe parce qu'ils avaient des demandes assez particulières. En fait, le partenariat, c'est du jamais vu avec des Jeux Olympiques. Donc moi, j'étais comme ça, je croisais les doigts pour que ça se fasse. Du coup, je regardais la presse et tout, me disait LVMH, je rentre dans la danse, mais les négociations. Je voyais les dirigeants de LVMH qui disaient on prend notre temps, on veut pas signer un partenariat à la va-vite et tout. Je disais, allez, signez. Et après, en vrai, ils m'ont dit, en gros, à quelle maison j'aimerais être attaché. Je vais pas mentir. Au début, j'ai dit que j'aimerais bien travailler avec l'OEV. Parce que dans ma tête, je me suis dit que j'allais être noyé dans une masse de talent chez Louis Vuitton. Je sais pas, En fait, je me suis dit, ils n'auront pas mon temps, en fait, Louis. Ils ont tellement de talent, qu'est-ce qu'ils vont aller activer un petit escrimeur qui a 30 000 abonnés sur Instagram. Je me dis que peut-être que stratégiquement, c'était plus intéressant d'être dans une maison un peu plus petite, un peu plus low-key, qui peut-être travaille avec des profils un peu plus petits. Et en fait, ils m'ont dit que... non, ils m'ont dit Vuitton. Et en fait, c'était le moment où Pharrell commençait à dévoiler certains trucs de sa collection. Ils m'ont invité au premier show de Pharrell en juin 2023 sur le Pont-Neuf. Je te fais. Ouais. Genre, petit entracte parce que ça va être grave intéressant. Ouais. Mais j'ai 100 000 questions, donc j'ai pas envie d'oublier. Vas-y. Déjà... C'est bon, tu as arrêté un climax en plus. Ah, mais frère, je suis en Nolan, frère, là. Là, je suis en Nolan. Déjà, c'est... que j'oublie pas mes questions avant de faire je dis des blagues, mais... Est-ce que tu penses que le fait que tu sois pas affilié à beaucoup de marques, ça a joué? Est-ce que tu as fait exprès? Dis-nous ça déjà. Totalement, bien vu. En fait, après les Jeux de Tokyo, donc des Jeux sous Covid et tout, on réalise pas forcément ce qu'on a fait. Et puis là, on rentre à Paris, et on a ce truc de célébration au Trocadéro. Et là, je me dis, ça va être fou. Je vois un peu l'engouement et tout, je me dis, ça va être fou. Là, je me dis que les marques vont vouloir faire partie de la danse et tout. Et je me dis, il va falloir être stratégique. Il va pas falloir commencer à signer des contrats avec des exclus et tout, qu'il va falloir être un peu technique. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à chercher à travailler avec un agent parce que je me suis dit que, en fait, j'ai certaines certitudes, mais à un moment donné, tu es dans ton truc, parfois tu n'es pas lucide. Si quelqu'un arrive avec un chèque devant toi et te dit c'est ici maintenant, signe, tu vas signer. Donc je voulais travailler avec quelqu'un qui à un moment donné ait le recul nécessaire pour me dire attends, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas raccord avec toi en termes d'image et tout. Donc j'ai eu la chance de trouver un peu cette perle rare. Il s'appelle Julien, son agence s'appelle Unlisted et qui est rattaché à une maison de disques indépendante qui s'appelle Grand Music Management, qui travaille avec des artistes en fait. Et en fait, ce que j'ai adoré déjà, c'est que humainement c'était hyper cool, c'était très simple, c'était très cool. Et aussi que je voulais pas travailler avec un agent d'athlète parce que je voulais pas être noyé dans une ribambelle d'athlètes et qu'on n'individualise pas assez mon profil, parce que j'avais conscience d'avoir un profil assez particulier, parce que certes je suis un athlète mais je fais de la photo, je développe des choses à côté qui amènent une plus-value à mon profil. Et en fait le fait qu'il travaille avec des artistes, pour moi c'était très bien, parce que du coup je ressortais un peu dans le lot. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec cette personne. Et puis on va pas se mentir, en vrai, quand t'es toi, ta petite personne, t'as pas de formation dans le droit, dans le droit des affaires, etc., on arrive avec un contrat de 12 pages.
t'as besoin d'aide en fait. T'as besoin d'aide et Julien, c'est un ancien d'Universal, il travaille avec de gros artistes, donc il a déjà vu de gros contrats défiler et donc c'est quelqu'un qui était capable même de parler à ces gens-là, il parle la même langue qu'eux, de négocier, enfin d'arriver à faire un contrat sur mesure qui corresponde aux deux parties. Donc ça c'était très important. Et oui, durant l'Olympiade, entre 2021 et 2024, j'ai été approché par pas mal de marques. Et en fait, je vais pas dire je vais pas dire de mal d'aucune marque parce que on y viendra plus tard, mais dans ma reconversion, je vais peut-être être amené à travailler avec des marques. Donc voilà, je vais pas faire de name dropping. C'est ma seule. T'as bien raison. Viens pas limite de ce soir. C'est enregistré là, faut pas gâter ta carrière. Moi, je veux que tu nous ton bien. Hein. Je veux ton bien, moi. Mais voilà, par exemple, à titre d'exemple, je veux pas donner de chiffres, mais j'ai refusé de signer avec une marque qui me proposait 3 fois plus que ce que j'ai chez Nike aujourd'hui. 3 fois plus, c'est beaucoup. donc et par contre, ça c'était en termes de stratégie. Et en fait, au final, l'avenir m'a donné raison parce que s'il avait signé avec cette marque-là, j'aurais pas pu signer avec Vuitton parce que c'était des marques concurrentes. Donc en fait, ça fonctionne un peu par secteur. Il y a le prêt-à-porter, l'horlogerie, même le sport versus le luxe dans le prêt-à-porter. Donc même dans des catégories, il y a d'autres sous-catégories, la Française des Jeux, les jeux d'argent, etc. Donc moi, je me vois un peu comme un fromage. En fait, je me considère... Si tu disais cette phrase, c'est très bizarre. non, mais en fait, moi, je me considère comme une marque. Voilà, je suis conscient, c'est la marque Enzo Lefort. Voilà, c'est mon image de marque. Et mon image de marque, c'est un fromage. Ton image de marque, si tu la morcelles, en fait... elle a plus de valeur. Quand on t'amène un gros gâteau au chocolat, tu vas le payer 50 € parce que c'est un gâteau. La part de chocolat, tu vas la payer 5 €. Donc elle est dévaluée. Donc moi, ma stratégie sur ça, c'était de ne pas signer avec beaucoup de marques pour avoir le plus de valeur possible. En gros, pour prendre... entre guillemets, mais pour pouvoir mieux monétiser mon image. Si tu arrives et que tu as vendu ton image de marque à 6 marques et que la 7e c'est LVMH, ils vont te dire non, je vais te payer 5 000 €, enfin voilà, c'est tout. Et même au-delà de ça, d'un côté humain, c'est-à-dire que toutes les marques se sont un peu activées un an avant les Jeux, donc ils ont toutes commencé à vouloir faire des shootings, des apparitions, des appearances, on appelle ça, donc des trucs où tu vas voir les collaborateurs, tu vas échanger, c'est très cool, hein, mais ça demande du temps. Moi, je m'entraîne, je pars en compétition, je pars en stage, j'ai ma vie de famille, ça peut être hyper chronophage, ça peut te prendre ton énergie et mentale et physique, et ça peut t'amener à ne pas être performant. Et il faut pas oublier que la performance, ça reste le plus important. En fait, je suis pas mannequin, je suis pas modèle, je suis escrimeur, et je perds pas de vue de ça. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je fais, je suis très conscient sur le fait que tout ce à quoi j'ai eu accès, c'est parce que je suis escrimeur, c'est parce que je suis performant. Donc c'est ça qui était le plus important pour moi, c'était de m'entraîner de façon efficace pour pouvoir ramener des médailles. T'es un stratège, toi. C'est escrime, c'est un peu les échecs vite fait. L'escrime, ça part totalement à des échecs, c'est un jeu hyper stratégique. Ouais, ça se voit même dans ta vie personnelle, du coup, que t'as une grande JCR. En fait, après excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est aussi parce que j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont donné des billes pour penser comme ça, notamment la première, c'est ma femme qui est une entrepreneuse, qui a une marque de bijoux, Soki Martin. Let's go. Mais voilà, c'est une entrepreneuse, celle qui m'a aussi éduqué par rapport à l'image, par rapport à la stratégie, par rapport au RP. Donc non, je me suis pas fait tout seul, je vais pas vendre cette image parce que c'est totalement faux. Mais non, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes tout au long de mon parcours. Certaines sont ici dans cette salle ce soir et c'est grâce à elles que je suis ce que je suis aujourd'hui et que j'ai eu cette conscience. 100%. Hein. Après, en fait, savoir s'entourer, c'est un méga skills, tu vois, déjà. Donc, c'est vraiment, c'est ultra important. Et moi, moi, parfois, quand je fais des EDC comme ça, les choses comme ça, je trouve ça grave intéressant et important même pour vous. Parce que là, ce qu'il dit, c'est vraiment des gems, tu vois. Genre en mode, OK, pas se précipiter sur le premier chèque, bien sélectionner, bien réfléchir, bien s'entourer. Tu vois, tout ça, c'est méga important, méga intéressant. Et c'est bien à dupliquer, tu vois, pour un petit jeune, il a 18 ans, il se dit, ouais, comment je grind. Tu vois, ton idée du fromage, elle était drôle, tu as clippé, tu vois. En tout, tu as clippé. Mais tu vois, ça, c'est ultra important. Parce que cette métaphore, elle veut tout dire, en fait. Tu vois, c'est vraiment méga important. Autre point que je voulais que tu nous racontes, c'est quand tu as su pour LVMH, comment toi, t'as réagi à ça? Parce que c'est historique, tu vois. Moi, je vois pas, c'est pas tous les jours que tu vois on parlait français, des Renois, Loxé, des Guada, qui sont là, LVMH, c'est pas tous les jours, tu vois.
Et toi, comment tu as réagi à ça? Comment tu as réagi et comment tu as fait la suite, genre, pour que ça se passe, etc. Tu vois? Enfin, je vais pas mentir, il y a eu un mélange d'excitation et d'appréhension, dans le sens où je me rendais compte que c'était un contrat qui pouvait être game changer pour moi. Parce que c'est LVMH, c'est plus de 82 marques. C'est-à-dire que quand tu évolues dans ce domaine-là, ça te donne accès à des marques, des personnes, des connexions, des choses qui peuvent déclencher des choses de façon très, très rapide. Donc ça, je pense que j'en ai été très conscient. Et après, un peu d'appréhension, parce que je savais que j'allais signer chez Vuitton. De l'appréhension, c'est un gros mot, mais ouais, c'est un peu ça, dans le sens où je me suis dit, va falloir que tu te protèges. Parce que dans l'imaginaire des gens, c'est bon, tu signes chez Vuitton, t'es plein d'oseille, tu te déplaces en chauffeur, t'habilles en Vuitton de la tête aux pieds. Je me suis dit, les gens, ils vont croire que je vais arriver dans mon vestiaire habillé en full Vuitton, des choses comme ça. Et en fait, moi, je sais ce que c'est la réalité. Les gens qui me sont proches savent aussi ce qu'est la réalité. Mais je me suis dit qu'il y a des gens qui vont penser que j'ai plus le temps de certaines personnes, que mes habitudes vont changer, que moi je vais changer. Donc, mais je me suis dit, c'est pas grave, tu peux pas plaire à tout le monde. Laisse les gens parler, laisse les gens penser ce qu'ils veulent de toi. Toi, tu sais ce que tu vaux, ce que tu es. Les gens que tu estimes, qui t'estiment, savent aussi ce que tu vaux et ce que tu es. Donc, à partir de ça, c'est le plus important. Et en fait, à partir du moment aussi où la façon dont la façon dont le partenariat s'est articulé, ça a été quelque chose de très humain, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que ça a été un échange, et la façon dont l'histoire a été racontée, elle était racontée à travers moi, à travers ce que je suis, donc c'est quelque chose qui a collé à mes valeurs. En quoi LVMH, ça a step up ta carrière? Et de deux, c'est le rapprochement mode et sport. C'est comment tu gérais d'être plus dans l'industrie du sport et de la mode, etc., par rapport à tes autres collègues qui sont en équipe avec toi? Ouais, alors, garde la question parce que je trouve intéressant de dire un truc juste avant, c'est que tu parlais de stratégie et tout, il y a un truc aussi dont j'ai pas parlé, c'est que, ça c'était peut-être une de tes questions, mais ce rapport à la mode aussi, en fait, il y a aussi un travail stratégique qui a été fait, c'est-à-dire que, en fait, plus on avançait au fur et à mesure, cette Olympiade, j'étais de plus en plus visible sur les Fashion Week. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'était en 2023 justement, janvier 2023, je crois que j'ai une présence à une Fashion Week, j'ai fait, je crois, 9 ou 11 défilés, parce que ça tombait bien, c'était une semaine où, juste après une compétition, j'étais en vacances. Donc voilà, j'ai commencé à exister un peu dans le paysage de la mode. Je me souviens plus quel défilé j'ai fait. Bref, je fais pas de défilés, j'ai fait Houillon Mimi, des marques comme Doublette. Bref, parfois j'avais 3 défilés dans la journée, enfin bref, voilà. Et du coup, ça m'a un peu mis ça m'a donné cette crédibilité mode, et qui par la suite, un peu, je pense, m'a fait passer sous le radar de LVMH, m'a donné cette crédibilité un peu dans le monde de la mode et du sport. Et en fait, ce truc-là, en fait, mes coéquipiers de vestiaire, ils ont toujours su que j'aimais bien m'habiller, que j'aimais bien la mode. Et en vrai, je l'ai dit, ce sont des amis. Donc, en fait, et ça qui est beau avec le sport, c'est qu'on est tous différents. Et en fait, on s'en fiche de nos différences, en fait. Il y a plein d'ethnies différentes, de religions différentes, de milieux sociaux différents, et en fait, on s'en fiche, on vit ensemble, on est une bande de potes. Donc eux, Vuitton, pas Vuitton, ils s'en foutent, je suis la même personne, je mets la même énergie dans mon sport, la vie, elle change pas, et même quand j'ai des trucs qui m'arrivent, je fais grave. Une fois, quand j'ai quand j'ai trop de sap, je donne aux gars du vestiaire, pour moi, c'est vraiment le partage. Et du coup, ça, j'ai répondu à ta deuxième question, je crois que j'ai oublié la première. Même moi, j'ai oublié. Ouais, désolé, on parle trop. Non, mais parce que franchement, c'était... Comment LVMH a step up ma carrière. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ça a été le cas, tu vois. Pas ma carrière sportive, mais c'est sûr que quand tu signes avec Vuitton, ça crée du trafic, entre guillemets, sur ta personne, en fait. Et en fait, je pense que c'était un truc gagnant, dans le sens où Vuitton et LVMH ont eu beaucoup j'ai eu beaucoup de sollicitations médiatiques, parce que Vuitton, les magazines, du coup, ils peuvent m'habiller en Vuitton annonceur, etc. Et eux, ils ont pu montrer que ce partenariat était hyper authentique et organique, parce qu'ils ont un athlète qui est vraiment, qui fait vraiment
qui fait vraiment partie de ce milieu, mais en tout cas qui aime ça, et que ça fait pas fake, tu vois, genre mes Fashion Week, en fait, certaines marques m'envoyaient des marques, ben je prenais pas un look et je le mettais sur moi, enfin je le mélangeais parce que j'aime m'habiller, en fait, donc je mélangeais des choses, et en fait j'ai ma pensée que j'ai une vraie identité, et que c'est pas juste des lookbooks, je prends le look numéro 2, le look numéro 3, le numéro 4, non, il y a mes trucs à moi, mes trucs perso, des trucs de marque, des trucs pas de marque, et au final je pense que c'est ça je pense, qui a plu aux médias, et qui a fait que du coup j'ai beaucoup de visibilité dans les magazines, dans les médias. Je sais pas, j'ai fait fait 2 couvertures, le Financial Times, enfin un truc, c'est fou, c'est un truc de comme fou, un truc Icon, enfin Icon, il y avait trois couvertures, c'était avec Mads Mikkelsen, l'acteur, je sais pas, danois, je ne devrais pas dire de bêtises, et je crois que c'est Nils Schneider, enfin bref, des grands stars, quoi. Moi je suis pas une star, en fait, moi je suis un escrimeur, enfin ok, j'ai les jeux, mais je suis personne, tu vois, donc en fait c'est comme tu dis, tout ce travail qui en fait a été fait de façon très lente, mais de façon très progressive, mais en fait du coup l'ensemble était cohérent, et au final ça donnait quelque chose qui, je pense, a été assez réussi. Ouais, c'est intéressant, je vais juste faire un commentaire, du coup, pas une question, mais c'est intéressant parce que je pense que c'était nouveau, parce que année 2000 et même fin 2000, je voyais pas trop d'athlètes, à part peut-être des Djibril Cissé, des trucs comme ça, mais et encore, qui étaient pointus comme tu l'étais, tu vois. Je pense que c'est ça qui a fait aussi une bonne différence, parce que tu vois, quand tu dis ouais, je suis parti voir des shows, t'as dit Wiyumi, doublette, c'est pas des, tu vois, tu connais pas la mode, tu vas pas là-bas, en fait, tu vois. Donc voilà, et même quand LVMH t'ont approché, le fait que tu dises l'OEV, ça va en dire beaucoup, tu vois, sur la vision. Donc super intéressant. Et revenons à la 2e saison, Pharrell, le défilé. Ah oui, ouais, c'est ça. Let's go. Bien vu. Du coup, disons qu'on est en juin 2023, j'ai pas encore signé chez Vuitton, je suis invité au défilé, le premier show de Pharrell sur le Pont Neuf. Et en fait, j'en prends plein les yeux, j'arrive, le Pont Neuf, il est recouvert de feuilles d'or. Déjà, en plus, ils m'ont mis bien, parce qu'ils savaient que j'étais dans les trucs, ils m'ont mis front row, enfin, je sais pas, c'est incroyable, je vois des LeBron James arriver, moi je suis front row, je me dis, mais encore une fois, mais je suis qui pour être front row au premier show de Pharrell, tu vois. Enzo Lefort. et là, le défilé commence, et puis là, en fait, c'est trop cool, il y a des mannequins, mais c'est genre des gens comme vous et moi, bon, il y avait des mannequins professionnels, tu vois, mais je vois des gars comme Enzo Cosi, Enfant Précoce, des gens de Paname, en fait, ils sont là, donc, je suis trop saucé, et puis après, ça c'est Pharrell, c'est genre, il est hyper inspirant, parce qu'il est pluridisciplinaire, et ça c'est fou. Le casting était on point, la musique était incroyable, les vêtements étaient fous. À la fin, le groupe de gospel qui arrive, qui se retourne, qui se prosterne devant son équipe, qui va faire un câlin à sa famille, mais tout ça c'était fou. Et en fait, c'était pas comme un défilé de mode d'habitude. Les gens arrivent, ils font la gueule, ils regardent. Et là, tout le monde, il y avait des gens qui dansaient, les gens souriaient, la banane, enfin c'était fou, c'est une ambiance de dingue. Et après ça, on nous dit partez pas. Là, tout le monde trace vers les locaux, les bureaux de Vuitton. Il monte une scène, et là tout le monde essaie de se rapprocher et tout, et là bam, Jay-Z qui arrive en boss, Pharrell qui arrive à 20 minutes de concert. Tu rencontres t'es directeur artistique de Louis Vuitton, tu performes au showcase que tu organises à ton after show, mais c'est quel genre de délire ça? Je sais pas s'il y a quelque chose au-dessus de Goats. Ouais, c'est ça. Voilà, je vois, il y a Rihanna Saproki qui arrive derrière, en fait je tourne la tête, je vois, il y a Omar Sy qui est juste là, je vois des Jaylen Brown, des joueurs NBA qui sont à côté de moi, je l'ai pris en photo d'ailleurs. À un moment donné, je tourne la tête, la scène est là, moi je suis là, je tourne la tête, je sais pas, au 30e rang, il y a Busta Rhymes qui est là, incognito, qui s'enjaille et tout. Enfin, franchement, c'était multivers, c'est un truc de zinzin. Et après ça, je suis rentré, j'étais avec une pote, j'ai pris le métro et je suis allé boire un verre avec mes potes qui sont là, dans un bar du 20e, tu vois, mais c'était vraiment un univers hyper dystopique. J'aime trop. Là, on était, j'étais avec toi, là. C'est-à-dire que là, j'étais au show Vuitton, il y avait Jay-Z. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Beyoncé, tu sais, tu check. Non, là, c'était vraiment, tu nous as mis dedans de fou, là. Et après ça, si tu veux, je continue sur l'arc Pharrell, si tu veux. Vas-y, parle. Et du coup, après, je signe. Il y a eu des petits soubresauts et tout, parce qu'en fait, Nike et Vuitton, il y a un peu de concurrence au prêt-à-porter et tout. Donc à un moment donné, j'ai cru que j'avais pas signé 2 semaines avant. Donc c'était un peu tendu, donc j'ai signé et tout. Et
Et non, et avant la signature, en fait, en septembre 2023, du coup, je suis invité par un bar à cocktail qui s'appelle Cravant, qui sont depuis devenus des amis. J'ai déjà organisé 2 soirées là-bas, mais c'est la première fois que j'y mettais les pieds. Et j'arrive là-bas, je suis invité pour la dédicace de la séance de signature du livre de Pharrell. Un livre sur les bijoux. Donc j'arrive et moi, bon, je me dis que je vais signer, mais enfin voilà, tranquille, Pharrell arrive. Donc déjà, Pharrell arrive. Donc voilà, on est quoi, on est 60, tout le monde en bizarre, regarde et tout, bon voilà. Donc voilà, les gens prennent leur livre, ils vont le faire signer et tout. Moi, je suis pas trop un fanboy, moi, franchement. Non, mais c'est Pharrell et tout, mais en vrai, à mon niveau, quand je vais dans des trucs d'escrime et tout, je vois à quel point, quand tu es sollicité, ça peut être dur, pesant. Donc moi, j'attends, je suis content d'avoir le livre, voilà. Et là, il y a un homme qui arrive, à la soixantaine, très pro sur lui, qui arrive. Excusez-moi, vous êtes monsieur Lefort? Je dis oui. Monsieur Pharrell Williams m'a demandé de venir vous voir, il aimerait vous rencontrer. Je dis, ouais, quel bail. Enzo est avec moi ce soir. Ouais, je les clappe. Quel bail, let's go. Donc là, je fais OK et tout. Donc je me lève, j'étais avec ma femme et tout. Ma femme qui est comme ça, excitée et tout. Ouais. Donc là, je vais à côté de lui. Et puis là, j'arrive, et puis je vois, il était en train de signer des autographes. Et puis je suis un peu gêné. Je me dis non, mais j'ai pas envie de le déranger. En fait, c'est son moment et tout. Je fais non, vous inquiétez pas et tout. Il finit juste de signer. Après, il sera à vous et tout. Et puis entre-temps, Multiverse, il me présente à Jean Imbert, Youn Bouche, la femme de Pharrell, les enfants de Pharrell. Enfin, bref, en 5 minutes, tout ça s'est passé. Magnifique. Et puis après, Pharrell se retourne vers moi, il me dit what's up et tout, et en fait on se serre la main, et là vas-y serre-moi la main. Et là on se serre la main, et puis là clac, naturel, mais comme je te jure, naturel. Oh. Et du coup il me félicite parce que je venais d'être champion du monde, il me félicite pour la médaille, moi je le félicite, je lui dis félicitations pour ton défilé, je lui dis franchement c'était fou, t'as réussi à réunir les gens, c'était beau, il me dit merci, et puis là il me regarde et tout, et puis là il me dit yo you should work for me. Je fais je comprends pas. Et puis on regarde la personne avec qui il travaille et dit ouais, tu penses pas qu'il devrait défiler pour moi? Enfin en anglais bien sûr, mais un accent terrible, donc je le fais en français. Merci. Et là il se retourne vers moi, il fait ça te dirait de défiler pour moi? J'ai fait je bégaye, tu vois, j'ai fait ouais, franchement si je suis disponible avec plaisir et tout. Il a flex sur Pharrell. Ouais. Non mais faut savoir que en fait moi je fais de l'escrime, c'est-à-dire que si je suis en compétition, je peux pas dire à mon coach t'imagines? Ouais, en vrai même un entraînement c'est chaud. Ouais, franchement. Donc je lui ai dit si je suis disponible ça sera avec plaisir et tout. Donc c'était pas un flex, c'était un vrai truc de genre c'était la vérité. J'espère que je n'aurai rien au même moment, tu vois. Je dis ouais et tout. Et là honnêtement je vais pas mentir, mais on a discuté 4 minutes. C'était très long. C'est-à-dire que les gens qui étaient là allaient lui faire dédicacer et tout. Et en fait, les gens me regardaient en bizarre. Ils faisaient, pourquoi il parlait avec Pharrell, lui et tout. Enfin, on comprend pas et tout. Enfin, tu vois, il y avait un peu de ça, tu vois. Donc, voilà, on a discuté 4 minutes. On parle d'escrime, des Jeux Olympiques, etc. Voilà. Donc, mais en fait, tu vois, j'ai un autre truc Multiverse à te raconter. Donc, ça se finit. Je signe. Là, je vais rencontrer Pharrell dans ses bureaux, dans un cadre un peu plus institutionnel. Donc, dans ses bureaux, dans son studio de création chez Vuitton. J'arrive et tout. Donc, je le rencontre avec quelqu'un de chez Vuitton. Il y a son agent et tout. On se pose sur le canapé. Et là, on a passé 15 minutes. Je lui ai offert un de mes livres photos qui parlait des Jeux Olympiques. Je lui ai offert un t-shirt aussi que j'avais fait en collaboration avec la marque d'un ami qui est ici présent pour qu'il voit, parce que le t-shirt est en fait c'est une photo du livre qui est imprimé dessus. Donc voilà, et puis aussi stratège, tu vois, je lui montre que je fais autre chose que de l'escrime et tout. Voilà. Ça va être con dans la vie. Faut tout donner là. Mais ouais, et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça durait que 15 minutes, mais pendant ces 15 minutes, il était là, tu vois. Donc on a parlé du fait d'être, de la question que j'ai eue tout à l'heure, du fait d'être noir dans un sport qui est considéré comme un sport de blanc. Chez les Américains, c'est une problématique avec laquelle ils sont très... qui les concerne énormément. On a parlé de ça, je lui ai raconté un peu mon parcours, mon parcours dans l'escrime, en dehors de l'escrime et tout. Et après, au bout de, vers la fin, il a réitéré sa requête de me voir défiler. Et là, il me dit, ok, on va arranger ça. Dans l'après-midi, je recevais un mail de la directrice de casting qui me demandait mes mensurations. Elle m'a dit, ok, on te recontactera au moment du défilé. 2 semaines avant, elle me recontacte, elle fait ok, c'est bon, t'es validé, tu peux passer tel jour et tout pour la compétition. Ah non, je suis en compétition.
Donc bon, voilà, bizarre. Et en fait, finalement, j'ai été en compétition le week-end, donc le samedi, dimanche, et les répétitions, il y avait une répétition le dimanche, les fittings, c'était le lundi, les essayages, c'était le lundi, et le défilé, c'était le mardi. Donc je fais ma compétition, le lundi, je suis allé en fitting, là, pareil, j'arrive chez Vuitton. Bon, après, voilà, j'ai eu de la chance de pas, vu que j'étais ambassadeur de la maison, voilà, ils sont arrivés, ils sont venus me chercher, et là, je découvre un truc auquel je m'attendais pas du tout, de l'humanité. Genre, j'arrive... Parce qu'on a tous vu le Deb s'habiller en Prada, les reportages sur la Fashion Week, les Fashion Drama, tout le monde qui court partout. Waouh, ça va pas, Je suis mort. Là, tout le monde était calme. Tu sens que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout le monde, il fait en sorte que le travail soit fait en amont pour pas être dans des Fashion Drama à la fin. J'arrive, bon, je dis juste bonjour à Pharrell, ensuite il y a son styliste qui arrive, Ensom, on parle et tout, il y a la directrice de casting donc, qui me parle. Elle prend le temps de discuter 10 minutes avec moi, alors qu'il y a tous les mannequins qui sont là et tout. Elle me dit que son gamin a fait de l'escrime, elle me pose des questions, intéressés, ils arrivent, ils me font essayer une première tenue, ils me font marcher, ils me font essayer une deuxième tenue, ils me demandent avec laquelle je suis le plus à l'aise. Enfin, c'est un délire. Enfin, normalement, t'es un mannequin, t'es un cintre, tu vois. Ils me demandent c'est ouf. non, mais c'est vrai, mais ils me demandent si la pointure des chaussures, ça va et tout. Enfin, genre trop bien. Ça dure en tout et pour tout, je pense, 30 ou 45 minutes, je repars. Et après, j'arrive le lendemain au show, à la Fondation Vuitton, on arrive, et là, pareil, les mannequins, tout le monde rigole, le grooming, ça, tout se passe en temps en heure. Même quand il faut mettre un coup de pression, c'est « excusez-moi », enfin, ça crie pas, c'est poli, on va vous prier de vous diriger vers ceci, cela, enfin, c'est trop hyper organisé. Là, j'arrive, et je sais pas si je vous convie à aller voir les images, mais c'est un parcours un peu, pas alambiqué, mais en fait, il y avait des zigzags comme ça, et en fait, quand tu vas à l'anatomie, là, t'es à l'intérieur, t'es à l'extérieur. Donc en vrai, les autres, ils avaient déjà 2 heures de répète dans les pattes, et moi, j'étais en mode focus, tu vois. Là, j'étais concentré, tac, 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 tac. Donc j'ai mémorisé on l'a fait, je sais pas, 4 ou 5 fois, j'ai mémorisé le truc et tout. Donc on rentre, et puis là, en fait, toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient vérifier que tu portes le sac dans le bon sens, que ta manicure, elle est bien faite, que tu as coupé tes lunettes, tout est... Rien n'est laissé au hasard. L'équipe, énergie de fou, mais trop gentil. Et là, j'arrive et tout, dans ma tête, je me dis, vas-y, de toute façon, t'es pas mannequin, tu vas marcher, c'est un métier, tu vois. Et puis, en fait, j'ai capté ça, j'étais derrière un mannequin chinois, tu vois, et là, je marche derrière lui, là, je vois, il est là, clac, clac, clac. Quand il tourne, c'est genre, clac, 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 clac. Le truc, c'était comment on appelle ça, une équerre, c'était millimètres, je te jure. Moi, je me dis, mais même si j'essaie, je pourrais jamais faire ça. Je dis, tu sais quoi, vas-y, tu vas marcher et tout, essayer d'avoir de la prestance, de charisme et tout. Mais non, j'ai essayé de marcher, et puis en fait, on m'a pas pris parce que je suis mannequin, on m'a pris parce que je suis moi et tout le fort, donc je me suis dit, c'est ma personnalité. Et en fait, au moment où j'arrive et tout, et en vrai, c'était stressant. Je vais pas vous mentir, c'était stressant. T'es là, tu sais pas, en fait, t'as vu le setup vide, mais tu sais pas comment il est avec tout le monde dans la salle. Et en fait, j'arrive, et puis là, je rentre à droite, là. Puis là, Pharrell qui est là, qui regarde les écrans, il tourne la tête, hop, il me reconnaît, et là, il me check, il me fait let's go, là, comme un capitaine d'équipe. Et là, il m'a hype, il me dit, c'est bon, vas-y, je vais tout niquer. Le coach. Ah, t'es un coach. Ouais, coach Pharrell. Là, j'arrive, je marche et tout, puis là, je suis dans mon truc. En fait, dans mon outfit, j'avais des lunettes de soleil. En vrai, je pense que ça m'a aidé à peut-être un peu me mettre dans la peau du personnage. Et là, je marche et tout. En fait, j'étais tellement focus que j'ai vu personne. J'ai reconnu 3 personnes. Parce qu'au moment où ils sont présentés dans mon champ de vision avec Lily Ashti, Playboy Carty et Bernard Arnault. Ah, je suis mort. Il a dit les personnes les plus importantes de l'univers, genre. Tu m'as tué. Je crois que j'ai vu Jordan, frère. Doucement, frère, wesh. Et non, après, ce que je trouvais vachement touchant aussi, c'est qu'à la fin du défilé, t'as genre tout le studio créatif de Pharrell qui est genre en mode hyper soulagé, trop content et tout. Et c'était cool parce que j'ai retrouvé quelque chose un peu de l'adrénaline avant de monter sur la piste d'escrime, et après la délivrance quand t'as réussi à atteindre ton objectif. Donc ça j'ai vachement aimé, ça m'a beaucoup touché. Et puis après, voilà, il y a eu les retombées, ouais, voilà, au début. Et après, en fait, quand les médias ont capté que j'étais un escrimien qui allait au jeu et tout, et ce truc, les athlètes, là, ça a commencé à faire un peu boule de neige, surtout que j'avais dit à personne, en fait. Mes coéquipiers et tout, ils savaient pas. J'avais dit à personne que j'allais défiler, donc ouais, c'était un agréable moment. Et attends, vas-y, je raconte juste ça et après je te laisse. Non, tu racontes pas, non, je rigole. mais vas-y, hein, tu peux donner parce que là, c'est grave. Je pense que je vais switcher des questions pour qu'ils puissent intervenir. Ouais. Mais ça, en fait, c'est gros, wesh. On veut. Enfin, je sais pas si vous voulez, mais moi, je veux, moi. Moi, je veux. Les backstage comme ça, là, c'est pas tous les jours ma gueule. Hein. C'est pas tous les jours ma gueule. Merci ce que tu nous donnes. C'est important.
Non, il y a aussi un truc, il y a eu un événement qui s'est passé à Paris en juin, c'était le Vogue World, sur la place Vendôme. Ouais, et en fait, je reçois un mail d'une agence de casting qui me dit « Ouais, on aimerait que tu sois à la conférence de presse Vogue World et tout. » Moi, c'était vraiment dans le rush de mes compétitions, c'est-à-dire que, en fait, ils m'ont demandé d'être présent le mardi... Attends, je vais pas dire de bêtises. Ils m'ont demandé d'être présent le lundi soir, alors que j'atterrissais le lundi matin du Caire en journée de compétition, tu vois. Et j'enchaînais, je repartais, je crois, le dimanche et tout. Et en fait, ils me disent, ouais, on aimerait que tu sois là et tout, c'est le Vogue World et tout. Donc moi, je dis, Vogue World, c'est quoi ça? Je connais pas, tu vois. Et ils me disent, on aimerait que tu sois présent à la conférence de presse. Et en fait, il y a aussi quelque chose, quand tu commences à rentrer un peu dans cet écosystème parisien, t'es invité tout le temps et tout. En fait, il y a des semaines où tu peux ne pas passer une soirée chez toi. Ouais. Chaque soir de la semaine, il y a un truc à Paris, en fait. Donc, tu peux être invité partout, etc. Donc, au début, j'allais beaucoup à des trucs, et en fait, je voyais que ça ne servait à rien. Et Dieu merci, en fait, la naissance de ma fille, ça m'a un peu canalisé sur les choses importantes. Donc, maintenant, je filtrais beaucoup, tu vois. Donc, parfois, il y a des trucs où je dis, ben non, ça, je ne vois pas l'intérêt, je suis mieux auprès de ma famille et tout. Donc, j'ai passé ce truc de FOMO un peu. Et donc là, je me suis dit, enfin, je vois pas d'intérêt, ça va être encore un truc où je vais être invité, je vais servir de pot de fleurs, je vais juste être la caution sport, tu vois, genre, les Jeux de Paris, Vogue fait un truc, on a besoin d'athlètes et je vais être juste là, voilà, j'ai fait trop de trucs comme ça, je suis invité juste parce que je suis athlète, parce que ça fait bien d'avoir un athlète sur une photo et tout. Maintenant, plus jamais, toi, c'est soit j'ai un rôle clair, mais sinon, je veux pas faire le pot de fleurs, je suis pas là en décoration, tu vois. Donc, je leur dis que j'aimerais bien savoir le rôle que je vais avoir, parce que je veux pas venir et juste m'asseoir et prendre une photo et repartir. Et ils me disent, écoute, on aimerait bien que tu prennes la parole pour annoncer, pour contribuer à annoncer l'événement parmi d'autres personnalités, mais on ne va pas te dire qui. J'en parle à mes agents qui me disent, ok, ouais, c'est cool, fais-le. Donc j'arrive, et là pareil, en fait c'était avec Condé Nast, Vogue, etc. Et en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs dont les gens se doutent pas forcément, mais toi, ils me demandent, ouais, bon alors qui est-ce qu'on doit appeler ton styliste pour qui doit aller chercher les shopping chez Vuitton et tout. Mais dis, attends, j'ai pas de styliste en fait. Quand j'ai besoin de ça chez Vuitton, je leur demande de me prêter des trucs, j'appelle mon Gastan, ils me disent qu'il y a un showroom, et ils m'envoient, et puis c'est bon, tu vois. Il fait, ouais, mais non, faudrait que tu t'envoies les 3 looks à Condé Nast et tout. Il fait, je dis, écoute, envoie-leur des trucs et tout. Moi, j'ai pris des trucs à moi, je suis arrivé, il y avait une styliste sur place, elle m'a regardé, elle m'a dit, bon, c'est très bien, tu vois. Donc, il y a plein de trucs, tu vois, on pense toujours, par exemple, on trouve Vuitton, on pense toujours que t'as un styliste, etc. Non, j'ai pas de styliste, je m'habille tout seul, et même je prends plaisir à m'habiller, tu vois. Après, je mets de la nuance, c'est pas un artiste qui a 20 dates en un mois, il va avoir besoin d'un styliste, parce que vraiment, il faut de la créativité et tout. Donc ça, je jette de pierre à personne, tu vois. Mais moi, mon Michel, j'en ai pas besoin. J'arrive et tout. Et là, la conférence de presse, elle est au Ritz. Je crois que c'était la deuxième fois que j'allais au Ritz. La première fois, j'étais allé dans le bar à cocktail avec ma femme. Là, j'arrive et tout. Là, on est dans une pièce, on est avec 3 autres athlètes. Et là, je vois, il y a Olivier Rousteing qui commence à rentrer, Marine Serre, Pharrell qui arrive, Anna Wintour, dans une petite salle, mais la moitié de ça, tu vois. Donc là, je suis là, je parle et tout. Finalement, je me dis, bon, vas-y, Pharrell est là, va le voir et tout. Vas-y, fais pas l'enfant de 12 ans, tu vois, on se sait et tout. Donc, j'attends qu'il finisse sa conversation, on se capte, on parle 3-4 minutes. Puis là, t'as Anna Wintour qui arrive. Et là, il me serre la main, je lui dis bonjour. Là, t'as Pharrell qui dit, oui, Enzo Lefort est screamer, il a défilé pour moi. Tu vois, limite, il était fier de dire qu'il a défilé pour lui, tu vois. Et là, Anna Wintour, vous avez tous vu Le Diable en Prada? L'inverse. En vrai? Trop gentille, humaine. Elle me regarde, elle me pose des questions sur ma carrière, elle me dit alors, t'as commencé quand l'escrime et tout. Et en fait, elle est passionnée de sport, je savais pas, mais elle est passionnée de sport, elle joue au tennis et tout. Elle pose des questions sur mes blessures, quelle blessure il y a en escrime. Donc en fait, il y a une vidéo où c'est le multivers, tu vois, je pars à Anna Wintour, Pharrell Williams, je suis en train de montrer mon épaule, mon genou, je me dis, ouais, là j'ai de l'arthrose. N'importe quoi, tu vois. En kiné. Ouais, là, tu commences des formations professionnelles. Et ensuite, c'est là où vient le moment un peu stressant, c'est-à-dire qu'on arrive dans un petit salon du Ritz. Et là, je capte, je vois, mais en fait, il y a les sièges sur la table, sur les premiers rangs des chaises. Je vois Jacques Mus, Olivier Rousteing, Marine Serre, Anna Wintour, Pharrell Williams. Dans la salle, il y avait genre, je sais pas, le rédacteur en chef de tous les magazines. Il y avait Guillaume Henry, directeur artistique de Patou. En fait, dès que je tournais la tête, il y avait quelqu'un d'influent dans la mode, tu vois. Et du coup, il y a Anna Wintour qui prend la parole en premier pour parler des Jeux Olympiques, de l'événement. Il y a Pharrell, Olivier Rousteing, Marine Serre,
et je sais et Jacques Mus, et je crois que j'ai parlé après Marine Serre, tu vois. Donc je parle après tous ces gens-là. Ouais. Donc je parle, et puis j'ai surtout un discours en anglais. Donc après j'avais des petites fiches, tu vois, et en fait on m'avait envoyé mon discours la veille. Je me souviens, j'étais dans l'avion au Caire, j'étais comme ça, on avait pris l'avion, en plus on avait pris l'avion à 2h du mat, j'arrivais pas à dormir, j'étais comme ça, je lisais mon truc, je l'apprenais par cœur. I'm really happy to introduce world in person. Tu te rappelles encore, hein. Ah ouais, mais je te jure. Donc j'étais là. Après, finalement, j'ai des petites fiches, mais bon, voilà, j'aime pas lire et tout, donc je lisais, j'alternais, pour les caméras, tu vois, essayer de jouer avec mon public, tu vois. Et en fait, c'était drôle, j'ai même réussi à les faire rire, tu sais, à un moment donné, il y avait une phrase en français, tu vois, je dis en français, et après je dis, tu sais quoi, it's good to speak in French a bit et tout, là, tout le monde a ri et tout, donc c'est bon, j'ai maxé mon moment, j'ai fait rigoler, on voit une vidéo, Anna Wintour, elle est en train de rigoler, tu vois. Donc, oui, Anna Wintour, elle rigole. Et après, du coup, le lendemain, je reviens dans ma vie normale, je suis à l'entraînement et tout, et 48 heures après, je reçois, il y a quelqu'un de l'agence de casting qui me demande mon mail, parce qu'Anna Wintour a demandé mon mail personnel, et elle m'a écrit un mail pour me remercier de ma présence, d'avoir été présent aujourd'hui. Je lui réponds, et elle me répond, j'ai un échange de mails avec Anna Wintour, et en fait, tu vois que c'est elle qui écrit, parce que, voilà, tu sens qu'elle n'a pas le temps, tu vois, mais c'est elle qui écrit, tu vois. Donc ça a cassé pas mal de préjugés que j'avais sur cet univers. Ça, c'est assez fou. Et comment, moi, en fait, quand tu me racontes ça, je me dis, mais comment tu gères, genre, t'as pas la pression? Genre, tu dis, ah, ok, vas-y, là, je suis en mode Vogue, Fashion World, ça, et après, bam, je dois aller à l'entraînement, je dois aller faire ma compétition et tout ça. Et tu te dis, vas-y, on me voit là-bas, et j'ai une compétition dans 2 jours, tu vois. Est-ce que t'as du stress par rapport à ça, ou comment tu gères ça, genre? Alors ça va, je fais pas forcément beaucoup de choses avant les compétitions. Ok. Enfin, je dis ça, il y a quoi, en 2019, mais ça s'est pas vu en fait, il y a que moi qui le sais, mais en 2019, avant mon premier titre de champion du monde, j'étais blessé en plus, j'ai repris l'entraînement au championnat du monde, donc j'avais arrêté de tirer pendant 3 semaines. J'ai tourné une campagne Nike la veille de mon départ pour les championnats du monde. C'est ouf. Mais à Londres. Ah oui, à Londres, oui, c'est ça. À Londres. Il y a Félix qui est dans la maison, c'est lui avec qui je suis parti à Londres pour tourner cette campagne. Et en fait, même si Félix ne le savait pas, parce que c'est eux qui se font pas avec les athlètes, chez Nike, les athlètes sont hyper protégés. Moi, j'ai dit ça à personne parce que bien sûr, je voulais faire ma campagne, tu vois. Ouais. Et en fait, après, 10 jours après, je suis champion du monde, tu vois. Donc ça montre que les deux peuvent cohabiter. Mais c'est vrai que je fais attention à ça. J'essaie généralement de ne pas faire des choses qui sont hyper visibles juste avant les compétitions, parce que je sais très bien qu'on va m'attaquer sur ça. Mais en termes plus généraux, je sais très bien que là, si j'avais pas de ramener de médailles au jeu, ça aurait été des « Ah oui, la UIS, au lieu de faire des livres photos, leur me fait de s'entraîner, au lieu de faire des fashion week, me fait de s'entraîner. » Ça, j'en suis très conscient, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas grave, parce que je sais que si je faisais pas tout ça, j'aurais pas été épanoui, j'aurais peut-être pas réussi à me qualifier à ces jeux et à parfait. Donc en fait, le plus important, c'est pas ce que pensent les gens, c'est moi, comment je vis les choses et comment je suis épanoui. On va faire une petite entracte avec des questions de l'audience. Qui a des questions? Ok, bonsoir. Je m'appelle Johan. Avec tout ce que tu nous racontes sur les partenariats que tu as eus, le fait d'être très médiatisé après LVMH notamment, comment on fait qu'on fait de l'escrime, donc un sport, comme tu disais, qui existe entre guillemets tous les 4 ans, d'éviter la starification? Parce que tu parlais de ta fille, le fait que tu l'emmenais à l'école, qu'on commençait à l'approche des Jeux, de te mettre un peu de pression. Est-ce que tu n'as pas peur que, depuis les Jeux de Paris, en fait, tu sois vu un peu comme, je sais pas, une personne inaccessible, qu'on commence à te solliciter de manière différente? Tu l'as dit, je fais de l'escrime. C'est-à-dire que les gens sont contents de ramener une médaille, mais ils s'en foutent. Toi, en fait, c'est ça, toi, là, je me balade dans Paris, de temps en temps, des gens me reconnaissent, toi, mais il n'y a pas de starification parce que, je sais pas, mais il n'y a pas de starification, il n'y a pas ce genre de mise sur un piédestal comme peut avoir dans le football. Et puis après aussi, j'ai une belle carrière, mais j'ai pas une carrière comme un Teddy Riner, comme un Léon Marchand, tu vois, donc ça aussi, ça aide. Et puis après, t'as parlé de ma fille. Pour moi, c'est important que ma fille soit consciente de la valeur des choses. Tu vois, du coup, ma fille, elle voit arriver des colis, parce que ma femme aussi, de par sa profession, elle reçoit des cadeaux, des colis, des choses comme ça. En fait, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on lui dit, tu vois, ça, c'est pas gratuit, on reçoit ça pour prendre une photo, pour faire quelque chose. En fait, on essaie de lui inculquer la valeur des choses et que c'est pas gratuit tout ce qu'on a, tu vois.
Et la première chose que j'ai dit à ma fille quand j'ai eu ma médaille, quand je l'ai passée autour du cou, je lui ai dit bah, tu vois ça, c'est possible parce que tu vois papa il travaille beaucoup, il s'entraîne tous les jours, parfois il est absent et tout, et juste que si tu travailles, ben, tu peux atteindre tes rêves. Et pour moi c'est important de lui donner cette valeur des choses. Et ma famille on est très conscient que dans les milieux dans lesquels on évolue, elle va avoir accès à des choses, rien que le fait d'habiter à Paris, mais juste qu'elle est consciente que c'est pas entre guillemets normal, tu vois, et qu'elle a la chance d'avoir ça, mais que c'est pas gratuit, qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup de tactique, de technique ou de stratégie en tant qu'escrimeur. Et j'aimerais savoir, du coup, est-ce que tu utilises certaines de ces tactiques ou de ces stratégies dans la vie quotidienne pour atteindre d'autres objectifs dans la photo ou dans la mode voilà. C'est plus, je dirais que c'est plus un état d'esprit. Un état d'esprit où il faut être assez agile. Il y a un parallèle qui est assez drôle entre la photo et l'escrime, c'est qu'en escrime, tu es face à un adversaire, tu essaies de saisir le bon moment pour déclencher ton attaque. Et en vrai, si on fait une métaphore un peu facile, en photo, tu essaies de choisir le bon moment pour déclencher ton objectif. Mais au-delà de ça, je pense que la compétence qui m'a le plus aidé et que j'ai tiré de l'escrime, c'est la gestion du stress. C'est-à-dire que quand tu es là, que tu rentres au Grand Palais, que tu vas faire de l'escrime devant 8000 personnes et que tu te dis « putain, si je chie, c'est la honte », ben en fait, il n'y a pas grand-chose qui te stresse dans la vie après. Et ça, depuis le début, genre, je suis très stressé avant les compétitions d'escrime. C'est-à-dire mal de ventre, les jambes en coton et tout. Je n'arrive pas à manger en compétition. Et du coup, quand j'avais des examens, j'étais pas stressé à l'école. Je sais pas, s'il est 2h du mat, j'ai pas fini tout le programme, ben, c'est pas grave, le programme il sera pas fini, moi je vais dormir. Et c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Genre, je sais pas, quand il y a des trucs, des situations de stress et tout, je vois que je réagis différemment, je me dis, ben, c'est pas grave, il y a toujours une façon de rattraper la chose, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est la gestion du stress, vraiment la compétence qui m'a vraiment le plus aidé dans ma vie hors escrime. Bonne question, ça. Il y a des ça de peut-être de l'autre côté, non, il n'y en a pas. Ok, bon, cool, tranquille. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur... tu as rapidement parlé de la transition que tu vas faire après l'escrime. Et moi, la question que j'avais, c'est que tu as dédié une grosse partie de ta vie à l'escrime. Est-ce que tu n'as pas peur de ressentir un vide au moment où ça s'arrête ? Comment est-ce que tu t'es préparé psychologiquement pour ça ? Et ouais, voilà. Il y a des apprentis journalistes dans la salle. T'as vu les questions, comment elles sont ? Ouais, elles sont bien les questions. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que, encore une fois, c'est ma femme qui m'a fait mettre le doigt sur ça. En fait, elle me disait que, ça, je l'avais pas encore conscientisé, en fait, dans une vie, c'est tellement rare de trouver une passion. Déjà, trouver une passion, quelque chose qui nous passionne de façon viscérale, et c'est encore plus rare de pouvoir en vivre. Et nous, en fait, les sportifs, on nous demande, quand ça s'arrête, de trouver une deuxième passion. C'est quasiment impossible. Et comme je te le disais tout à l'heure, comme je le disais à tout le monde, j'ai la chance d'avoir du temps grâce à ma profession, et donc je fais en sorte, dans ce temps, de rester curieux et de chercher des choses qui m'animent. Et j'ai la chance de trouver plusieurs choses qui m'animent et que je développe en même temps, en parallèle que ma carrière sportive, pour en fait, une fois que j'ai fini ma carrière sportive, ne pas ressentir ce vide, ce néant que peuvent ressentir certains sportifs. La retraite des sportifs, on l'appelle la petite mort. C'est pas anodin. Parce que quand tu as vécu des choses aussi intenses, c'est compliqué après je vais dire des mots durs, mais c'est vrai, de trouver un sens à sa vie. Parce que et puis même tu peux avoir peur parce que c'est un univers que tu connaissais sur le bout des ongles, que tu connais pas, tu vas évoluer dans autre chose, ça peut faire peur. Et moi je le fais beaucoup parce que en fait à la fin de ma carrière, j'ai pas envie que ma femme et ma fille aient un dépressif à la maison, qui reste dans le lit tous les jours et qui se bouge pas le cul, tu vois. Donc non, moi je fais le maximum pour faire en sorte que une fois que ma carrière sera terminée, que je sois encore plus excité par la carrière qui m'attend après. Bonsoir. Moi j'ai une petite question. Je pense que tu fais partie des sportifs dans ton sport qui a le plus développé son image, tout ce truc sur la mode. Est-ce que tu as l'ambition de mettre de la lumière sur ce sport qui, comme tu disais, n'est connu que tous les 4 ans, comme un Beckham dans les années 2000 a développé un truc autour de l'image, du foot, etc.
Alors c'est drôle, c'est un truc qui va un peu dans la reconversion. Mais au-delà de mon sport, j'ai envie de mettre de la lumière sur les sportifs en général. J'ai pas envie de rester concentré que sur l'escrime en général. Et en fait, plus globalement, j'ai envie de faire prendre conscience aux athlètes de la voie qu'ils représentent, pas forcément dans la mode, mais de la voie qu'ils représentent dans la société. C'est-à-dire que, bon, on va rentrer dans des trucs deep, hein, mais aujourd'hui, le sport, c'est vraiment... déjà, le sport, c'est la dernière chose devant laquelle les gens se rassemblent pour regarder en direct. Maintenant, il y a les plateformes de streaming, tu peux regarder tout à la demande, il y a Internet, tu peux avoir accès à tout comme ça en claquant des doigts. Le sport, si tu n'es pas devant un match de n'importe quel sport au moment donné, tu n'as pas les émotions. Tu vois, parce que tu connais le résultat, tu t'es fait spoiler, etc. Tu n'as pas les émotions. Et donc, du coup, les marques se sont rendues compte de ça et mettre un peu plus d'oseille, de moyens pour faire des partenariats avec les sportifs parce qu'il y a cette authenticité que les sportifs dégagent et grâce à notamment des mecs qui ont ouvert la voie, mais des LeBron James, Morgan Athlete, des Simone Biles sur la santé mentale et d'autres athlètes, Lewis Hamilton, ils ont ouvert la porte et en fait la voix des sportifs est un peu plus écoutée. On ne te dit plus tais-toi et reste dans ton sport. Enfin si ça existe, mais bon, ce sont des gens qui ne sont pas forcément... Ils sont pas forcément des gens très pertinents dans leur domaine, mais voilà. Et puis aussi on l'a vu, le Coupe du Monde 98, Jeux Olympiques 2024, ça s'est passé dans des contextes sociaux qui étaient assez compliqués. Ça a unifié tout le monde. Tu vois, et en fait, nous les sportifs, il faut qu'on se rende compte de la puissance de notre voix. On peut vraiment être des porte-parole de grandes causes sociétales. Et en fait, là, l'un de mes axes de reconversion, c'est une société d'image pour les sportifs pour faire en sorte qu'ils puissent déjà gagner leur vie en ayant des partenariats avec les marques, mais aussi pour que ces partenariats soient les plus authentiques, soient le plus utiles, le plus utile possible quand je dis la société, à défendre des causes, des voix, mais aussi pour qu'ils puissent les aider à eux développer leurs projets. Un exemple tout bête, un sportif qui a une association, il fait un contrat avec une marque, la marque elle va l'aider un peu à mener bien son association. Tu as apporté beaucoup de réponses, tu vois déjà. Tu as notamment ta relation entre le sport, ta famille, tes projets personnels et tout, comment tu structures par rapport à ça et tout, tu vois. Mais en gros, tu as fait un livre photo sur Tokyo, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu as eu un manga autour de toi, tu as des expos en photo, etc. Comment tu gères ça? Comment tu le vis? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu t'es rapproché de ça? Alors c'est drôle parce que la photographie, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais c'est arrivé en 2018. C'était un hobby, c'est une passion, ensuite maintenant c'est professionnel. En fait, mon premier photo, il est arrivé au moment de Black Lives Matter, mon premier projet photo. Parce que justement, c'est un moment donné où en fait, j'ai pas trop aimé la façon dont le sujet était implanté en France, parce que la société française n'est pas organisée comme la société américaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref. En tout cas, on ne pouvait pas traiter le sujet comme ils l'ont traité aux États-Unis. Et moi, comme j'ai dit, j'aime pas parler des choses de façon frontale. Et en fait, je me suis fait un petit état des lieux très personnel, comme un peu tout le monde à cette période. Je me suis dit, je suis un athlète noir, guadeloupéen, antillais, qui fait un sport perçu comme un sport réservé à une certaine élite sociale. Est-ce que je ferme les yeux ou est-ce que j'ai vécu des discriminations? Et en fait, non, j'ai eu la chance de pratiquer ce sport et on faisait vraiment, on n'attachait aucune importance à nos différences et en fait c'était le vivre ensemble qui prévalait et du coup j'ai voulu montrer ça et j'ai montré ça à travers une série de photos. J'ai puis c'était pendant le Covid, donc il n'y avait que ça à faire, prendre des photos après les entraînements. Donc je faisais des portraits de mes coéquipiers sans aucune distinction d'ethnie, d'âge, d'origine sociale ou géographique. J'ai tiré une série de portraits et je me suis dit ok, qu'est-ce que j'en fais et tout. Bon voilà, je vais pas juste mettre ça sur Instagram. Et en fait je me suis dit j'ai envie de faire une expo. Ok, c'est cool une expo, mais une expo c'est quand même assez excluant parce que moi je me vois le moins de 20 ans quand je suis arrivé à Paris. Pour moi aller dans une galerie d'art c'était waouh, c'était pas pour moi, tu vois. Donc je me suis dit t'es encore en train de faire quelque chose qui va exclure quelques personnes. Donc du coup je me suis dit je vais faire un livre photo, qu'il n'y a rien de plus universel qu'un livre, tu vois. Et là je me souviens j'ai demandé
j'ai demandé avec mes gars de Nike si c'était possible qu'ils m'aident financièrement et tout, parce que c'est un investissement. Et à cette époque-là, c'était pas possible parce que c'était la crise pour tout le monde, il n'y avait pas d'oseille. Et en fait, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Je me suis dit, bon, est-ce que je me rapproche d'un éditeur, mais les éditeurs dans le monde de l'art, j'avais peur de me confronter à un snobisme parce que j'étais personne, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, ok, let's go, je vais le faire tout seul. Donc j'ai retroussé mes manches, j'ai appris à utiliser InDesign, j'ai fait la maquette, j'ai fait des recherches aussi par rapport à mon sport, l'histoire de mon sport. J'ai trouvé une imprimerie, je suis allé les voir, j'ai expliqué le projet, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de très humain, un commercial qui s'appelle Thomas. Je lui ai rendu ma maquette, il y avait des trucs comme ça, je ne suis pas graphiste du tout, j'ai rendu ma maquette, il manquait les traits de coupe, les fonds perdus, des trucs que j'ai appris, tu vois. Mais il était très bienveillant avec moi. Et après, du coup, en fait, j'ai investi mon argent pour la production. Et mon business plan, c'était je vais imprimer genre 250 livres, avec j'en vends 220 pour être à l'équilibre. Ça payait et la prod du livre et la prod des tirages photos. Et du coup, je me suis chargé de faire le suivi de prod avec l'imprimerie. J'ai fait le marketing et la communication parce qu'il fallait communiquer de façon assez efficace pour que le livre se vende et tout. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'en un seul projet, j'ai appris plein de métiers différents. Et puis surtout aussi, j'ai aussi compris que, ça c'est par la suite, qu'en fait, quand tu fais ton truc par toi-même, en fait, tu prouves que tu es capable de produire quelque chose. Donc en fait, c'est plus facile pour les gens de prendre la vague et de te faire confiance parce qu'ils sont capables de voir ce que tu es en train de faire tout seul. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est que en fait aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui font des collaborations avec des créatifs, des gens, etc. C'est charmé, c'est cool, etc. Le problème quand tu travailles avec des marques, c'est cool, hein, mais tu réponds à une demande un peu de la marque, donc tu as des contraintes parce que ça doit servir un objectif marketing. Il ne faut pas oublier que ce sont des marques qui vendent des choses et en fait tu perds un peu de ta liberté. Donc en fait, après je suis très conscient aussi qu'on n'a pas forcément les moyens financiers et tout, mais juste à un moment donné, pour les créatifs, à un moment donné, quand vous avez la chance d'avoir des marques qui commencent à s'intéresser à vous, à un moment donné, faites un projet par vous-même de A à Z, qui soit totalement libre et dans lequel vous insufflez votre vision et uniquement votre vision. Moi, j'ai commencé par insuffler ma vision parce que justement j'avais la chance de pouvoir investir moi-même pour faire ma prod, et par la suite j'ai travaillé avec des marques, mais en tout cas à un moment donné c'est hyper important de faire les choses de soi-même, des choses qui viennent de soi à 100%. Ouais, c'est intéressant parce que ce regard-là, en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu peux te permettre après d'avoir ta patte, tu vois. Parce que si tu rentres directement dans le système de marque, etc., de ce que tu dis, après une fois tu deviens esclave de ça presque. C'est-à-dire qu'on te dit ouais, fais ci, fais ça, alors que toi tu as fait ta vision, et du coup les gens ils sont direct, ah, ok d'accord, Enzo il peut faire ça en fait, tu vois. Donc ça c'est grave pertinent, surtout pour les gens qui veulent faire des projets créatifs. Toi, quand tu as fait tous ces projets-là, dont le projet que tu es en train de nous parler, comment tu as ressenti le fait de ok d'accord, je suis numéro 1 dans mon domaine, l'escrime, etc. Et là, je reviens, je suis en mode, je recommence ça au début. Genre, je fais des erreurs, je suis pas chaud, tu vois ce que je veux dire? Alors, ça, c'est un truc... j'ai fait un podcast sur ça, c'est le rapport à l'échec des sportifs de niveau. C'est-à-dire en fait, quand tu es un sportif de niveau, dès que tu t'entraînes, tu essaies de dépasser tes limites, donc dès que tu te confrontes à tes limites, donc tu es en situation d'échec. Donc c'est quelque chose qu'on a normalisé, un peu banalisé. Donc en fait, j'ai pas peur de faire des choses. Tu vois, pareil encore, je ne jette de pire à personne, mais j'ai beaucoup entendu des gens me dire ah ouais, j'ai ça comme projet, vas-y, fais ça, fais ça. Et en fait, ça parle et ça fait rien. Et alors, il faut pas non plus se précipiter, il faut prendre le temps de faire les choses, tu vois, mais déjà, faut pas trop parler avant de faire les choses. Et en fait, une fois que tu te lances, en fait, tu fais les choses sérieusement, et à partir du moment où toi, tu es satisfait de ce que tu fais, en fait, ça apporte pas. Lors de ma première expo photo, c'était en septembre 2021, il y avait France 3 qui était là, France 3 de France qui était là, et en fait, ils me demandent, enfin, je parle avec un ami et tout, et puis ils font une séquence, une film et tout, il me pose une question, il me dit mais t'as pas peur que les gens, de ce que les gens vont penser de ton travail, que les gens te jugent? Ça ne m'a même pas effleuré la tête. Parce qu'en fait, moi, j'étais content, satisfait de mon travail. Et en fait, à la rigueur, si t'aimes pas, je m'en fous, tu vois. Il y a 10 000 expos à Paris, tu vas voir autre chose et tout. Moi, je suis satisfait de ce que je montre. Et en fait, ça ne m'a même pas effleuré l'idée que ça puisse ne pas plaire, tu vois.
Donc en fait, c'est un peu de ça, c'est vraiment... en fait, tout ce que je fais, je le fais pour moi. C'est un contrat que j'ai entre moi et moi-même. Par exemple, demain, si je veux pas aller m'entraîner, je peux dire à mon coach que j'ai la gastro. Mais en fait, je fais pas ça pour mon coach, je fais ça pour moi. Demain, si je suis malade, il n'y a pas des trucs trop graves, mais si je suis malade, si j'ai la grippe ou quoi, je vais quand même aller m'entraîner. Pourquoi ? Parce que si je suis malade au jeu, il se passe quoi ? Tu vois, en fait, c'est juste... Et encore une fois, je ne remercierai jamais assez mes parents, je fais les choses pour moi. Déjà, c'est pas souvent que les gens ils l'avouent, tu vois. Parce que les gens, souvent, ils sont en mode, ils se cachent. Tu vois, genre, je fais des trucs pour la famille, je fais des trucs, je sais pas quoi, tu vois. Alors que dans la vraie vie, les gens, ils font les choses pour eux-mêmes, tu vois. Donc ça, je trouve ça lourd que tu l'assumes comme ça. Et l'autre point que je trouvais pertinent, c'était que en fait, pourquoi je t'ai posé la question, c'est parce que tu as plein de gens, que ce soit dans le sport ou d'autres activités créatives, qui sont, quand ils sont au max, ils ont du mal à refaire des trucs. Parce qu'ils ont trop peur du jugement des gens, de la peur de l'échec, de dire « ah, je veux pas être assez fort ». Et c'est intéressant que toi, du coup, ce que toi tu as répondu, c'est qu'en mode, toi tu t'en foutais en fait. Tu le fais pour toi d'abord, c'est lourd, c'est pas lourd, tu kiffes pas, tu le fais quand même, tu vois. Je vais te donner un exemple, tu vois. Pardon, mon podcast, j'en suis satisfait, on a essayé de faire les choses de façon très précise et tout, mais comme tu as dit, je suis pas un footballeur, j'ai pas des audiences de fou. Je me suis même pas renseigné sur les audiences. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me font un bon retour, mais c'est une petite niche, tu vois, c'est des gens qui s'intéressent au sport, des choses comme ça. Je sais que c'est pas le podcast, Diaz, il est pas top 10, il y a très peu d'audience et tout, mais je suis satisfait de ce que je fais, tu vois, et en fait, ça me suffit, tu vois, ça se trouve, ça a changé peut-être le mindset de quelques personnes, et c'est ok, tu vois. Après, je mets de la nuance aussi, c'est que aussi, je fais de l'escrime, donc ces choses-là ne me font pas vivre. Demain, si je dois faire un podcast qui doit me rémunérer, peut-être que je verrai les choses de façon différente. Là, c'est clair. Mais en tout cas, ce que je ressens là, c'est que ça se voit que tu es un passionné, tu vois. Tu fais les trucs d'abord par la passion, et après tu le vois derrière, tu vois. On va dire pour finaliser avec une ouverture, après je laisserai 2-3 questions pour finir. On a déjà fini ? Ouais, frérot. T'as capté là. C'est les DJ après qui vont faire la gueule. Voilà, il y a nos clichés là d'ailleurs après là, comme ça, une petite promo comme ça, une petite ad là. Ça joue à 22h30, c'est bon. Du coup, le dernier point que je voulais aborder, les 2 derniers points, c'était en gros, dans les JO, t'avais plein d'artistes guadeloupéens et antillais qui avaient une forte présence. Sportif ou artiste ? Ouais, je suis resté sur nos clichés. Ouais, t'inquiète. Merci pour la transition. Sportif. Et je me demandais, qu'est-ce que tu penses, toi, de leur visibilité, est-ce que leur impact, il est assez mis en valeur, ou en tout cas reconnu ou poussé, tu vois? C'est Teddy et Marie-Jo quand elle met la vasque. Hein. C'est vrai, fax. Quand tu es un pays de 70 millions d'habitants, tu es 2 habitants de la même ville de moins de 400 000 habitants qui allument la vasque, le symbole de l'olympisme de ton pays. En fait, ça a tout dit. Après, en vrai, on parle de champion d'exception. Et même à titre personnel, je suis très très content de la visibilité et du rôle que Marie-Josée Pérec a joué durant toute cette Olympiade, parce que c'est l'une des plus grandes championnes françaises, c'est la plus grande championne française de tous les temps, qui n'a pas eu le rayonnement qu'elle aurait dû avoir à l'époque. Et là, je suis très content qu'on lui ait rendu justice pendant ces Jeux Olympiques. Donc, au-delà de ça, quand tu parles des sportifs ultramarins, pas ultramarins ou bien juste de couleur ? Ultramarins. Non, les athlètes ultramarins, franchement, en fait, on sait que les Antilles sont derrière nous. On sait que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, on sait qu'ils sont derrière nous. On le ressent, et ça, on le voit, on sent qu'ils sont fiers. Ils sont fiers de voir qu'on les représente, parce que, en fait, il y a ça aussi. Ok, certes, je vis à Paris, mais en fait, je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai cette double identité au sein de moi, tu vois. Et moi, je rentre tous les mois d'août, je rentre en Guadeloupe parce que c'est là où mes parents vivent. Et puis c'est important pour moi que ma petite fille, qui sera une Parisienne, sache d'où elle vient, qu'elle connaisse un peu cette vie-là, tu vois. Et au-delà de ça, en fait, on essaie tous de redonner à notre échelle un peu de ce qu'on a reçu. Et pour moi, ça consiste en fait d'aller tourner un documentaire là-bas. Je vais tourner un documentaire sur l'escrime en Guadeloupe. Parce que depuis que j'ai 16 ans, les journalistes me posent la question: comment se fait qu'autant de champions escrimeurs viennent de la Guadeloupe?
me suis posé la question et tout. Et voilà, du coup, je me suis associé à plusieurs personnes proches de moi. On a réécrit ce que j'avais écrit, on l'a mis en forme, on est allé chercher de façon très précise, cohérente. On a fait une espèce de toile d'araignée. Là encore, aujourd'hui, on est encore en train de finaliser les choses, entrer dans les dernières étapes de la production, l'écriture, le planning, tout ça. Et on part 3 semaines en octobre pour tourner ça. On a un diffuseur, ça sera France Télé Outre-mer. Génial. Ouais, ça c'est cool, c'est important pour nous. Et après, on va essayer de faire rayonner au maximum ce documentaire parce que notre île mérite d'être en lumière. Et je mets un dernier truc. Et pour moi, c'est l'amorce avant de pouvoir. J'espère que ce sera moi qui le ferai, mais le vrai grand documentaire sur la Guadeloupe, terre de champions, et les Marie-Jo, les Teddy, les Lilian Thuram, les Thierry Henry, les Roger Bambuc, les Patricia Girard. Enfin, on est tellement nombreux. Et il y a des choses qui expliquent ça, Et il y a aussi des choses qu'il faut changer parce qu'on a un peu trop pris ça pour acquis et que si on ne change pas certaines choses, ce vivier de talent, il va se tarir. Et c'est pas normal parce que quand tu es un ultramarin, c'est compliqué parce que tu es loin de la France hexagonale, les billets d'avion, ça coûte cher. Les billets d'avion, ça coûte cher, t'as pas forcément de représentation. Donc parfois, ça peut paraître un peu abstrait. Donc le fait de montrer ça, ça va montrer à toute une génération que c'est possible, quoi. C'est fort. Dernière question, c'est quoi les projets à venir là? On va dire, c'est quoi ta vision, LA et post-sport ou même là, ce que tu peux déclarer évidemment, tu vois. Alors moi je vais repartir pour LA parce que j'ai envie d'aller à mes 5e Jeux Olympiques, j'ai envie encore de décrocher d'autres médailles, donc je reprends l'entraînement le 1er novembre, le lendemain de mon arrivée après avoir tourné le documentaire. Il y a aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur que je fais avec ma petite sœur qui est dans la salle. C'est une association qui s'appelle Le Premier Rebond, c'est une association qui aide les jeunes ultramarins à accéder au sport de haut niveau. On leur donne une bourse, on est en train de finaliser un deal avec un transporteur aérien pour leur donner 2 billets d'avion. On leur donne une dotation d'équipements sportifs. Et en fait, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'implication des marques. C'est LVMH qui m'a donné l'argent pour les bourses, c'est Nike qui m'a donné la dotation pour les sportifs. On essaie aussi de monter un mentorat de sportifs, de créer donc des vidéos capsules avec des athlètes qui partagent leurs expériences pour un peu paver leur terrain, qui se rendent compte un peu des écueils qu'ils peuvent attendre quand ils partent, etc., de la Guadeloupe ou des Antilles. Cette association, j'aimerais beaucoup qu'elle grandisse année après année, prendre peut-être plus d'enfants de la Guadeloupe, plus ensuite d'être sur la Martinique, la Guyane, et à terme, j'aimerais vraiment que ça prenne plein de jeunes sur tous les territoires ultramarins. Et c'est ma sœur qui aura la lourde charge de développer cette association. Donc ça m'anime, ça nous anime énormément. Il y a ce projet d'agence d'image avec Félix qui est dans la maison. On va faire ça pour des athlètes et le curseur sera mis sur l'humain, l'athlète et le sens qu'on peut apporter à tout ça. Un projet de magazine, sport, société, culture, pour vraiment un peu se servir de l'étincelle qui est née après ces Jeux Olympiques pour s'adresser à une audience qui s'intéresse à des choses sur le fond, et toujours à travers le prisme de l'image, de belles images, mais avec des gens qui parlent de choses précises. Parce qu'aujourd'hui, quand on traite des athlètes, c'est un peu trop fait en surface, et il faut qu'on arrive à donner cette plateforme pour que les athlètes puissent s'exprimer. Il y a quelques projets photos aussi, je crois. Ouais. Pardon. Non, mais si, j'ai oublié des trucs. Hein? Ah oui, je pars au Japon. Ouais, je pars en 2 jours. Ouais, je pars dans 2 jours, je pars au Japon avec mon père. C'est un voyage père-fils, parce que mon père n'a pas forcément eu l'occasion de voyager dans sa vie. Donc, c'est le moment où on peut partir ensemble. Et je vais prendre des photos, mais qui seront exposées d'ailleurs en novembre à la galerie Fisheye. Donc oui, voilà, projet photo. Puis après, voilà, des trucs un peu... je vais être sûrement impliqué dans la renaissance d'une marque qui va revenir plus sur un rôle un peu transversal. Mais bon, ça arrivera plutôt en 2025.
Croyez pas, c'est dur, hein, tranquille, hein, c'est le benchmark. Hein. Mais, Genre, ils sont au max quand même encore un peu, ça va. Non, mais après, en fait, j'essaie vraiment de créer un écosystème qui puisse me permettre de faire ce que j'ai envie. Et en fait, cet écosystème me permettrait de faire autant de l'édition que de la photo, que de la vidéo, que du documentaire, que un studio créatif qui conseille en communication, en marketing, en stratégie, en DA. Enfin, en fait, j'ai envie de faire... En fait, moi, mon but dans la vie, c'est de gagner ma vie en travaillant avec les gens dont j'estime le travail, dont je respecte les valeurs, et aussi pour donner de la force aux gens, pareil, dont j'estime le travail et dont je respecte la valeur. En fait, pour moi, c'est ça mon goal dans la vie, et c'est ce que j'essaie de développer en ce moment. C'est très inspirant. Ce que j'ai kiffé dans ce que tu as dit, c'est que, numéro 1, tu arrives à faire levier de tes partenaires pour investir dans des beaux projets, tu vois. Ça, c'est vraiment charmé, c'est fort. Et le deuxième, c'est que t'es un bout de l'exécution, tu vois. Ça, c'est le numéro 1. Tu vois, ce que je dis souvent, genre, tu peux avoir des idées tout le temps, tu vois. Ah, je suis trop chaud, je vais faire ça, mais j'ai l'impression que toi, t'es en mode, ok, je vais faire ça, là, j'y vais, direct, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai que t'as raison, mais après, comme j'ai dit, je suis bien entouré, c'est-à-dire que j'ai une idée, je la mûris un peu. Une fois que je pense qu'elle est mûrie, j'en parle, et puis en fait, ça rebondit direct, en fait. Bien sûr. Il y a des gens en face de moi qui sont hyper agiles, ça rebondit, ça surenchérit, ça donne tout de suite des billes. En fait, là, direct, ça me donne des billes pour exécuter, toi, mais en fait, il faut faire. Puis il faut faire, il faut se tromper, il faut recommencer, il faut ajuster. Et en fait, c'est bête, hein, tu te trompes, mais au final, t'avances toujours, quoi. Bien sûr. Je vais laisser 2 questions, après on clôture parce que tu connais, ça fait vraiment, t'as vu. Par rapport aux Antilles, avec le documentaire et l'association avec ta sœur, en fait, je me demandais, quand tu étais petit, quand tu arrivé en France, est-ce que tu as connu un peu le racisme entre noirs, en sachant que tu étais antillais, tu parlais sûrement avec un accent, etc. Et tout. Est-ce que ça t'a porté préjudice? C'est plus des malentendus culturels. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Paris en 2007. Et en fait, c'était l'époque des Polo Vicomte Arthur, les chimauves, les chaussures pointues, les slims, les mèches et tout. Alors que moi, j'ai grandi, c'était les influences, c'était 50 Cent, G-Unit, c'est-à-dire mon polo, il arrivait en bas du coude, les baggy. Je sais pas quoi, la musique, j'écoutais que du dancehall et du rap US, alors qu'ici c'était électro, c'était Montotech, Tectonique, tout ça. Donc ouais, je me suis pris des petites réflexions quand je mettais la musique à fond. Ouais, arrête avec ta musique de sauvage et tout. On entend. Ah ouais, bon après, voilà, hein, c'est le jeu, hein. Mais on entend les mix de DJ, les oui, arrête et tout, ça casse les oreilles et tout. Là. Mais comme je l'ai dit, en fait, mes parents m'ont éduqué avec une ouverture d'esprit. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les baggy, il n'y avait pas que le dancehall, le hip-hop et tout. Je suis quand même resté. Enfin, j'ai continué à écouter ça, mais je me suis ouvert. Enfin, c'est con, mais j'ai découvert Oasis, genre à 17 ans, ma Wonderwall, tout ça, je connaissais pas avant. Enfin, l'électro, j'avais jamais entendu. Ça, c'est une fierté dans ma vie, j'ai même pas tenté de slim, ok? Mais par contre. Ça revient à la mode, mec. Je m'en fiche. Non, mais bon, par contre, voilà, mes jeans ont retrouvé une taille un peu plus normale, un peu plus droite, et j'ai découvert plein de choses. Enfin, même dans la gastronomie, des choses, en fait, j'ai découvert plein de choses. Et non, c'est pas du racisme, c'est plus de l'ignorance, en fait. Et en vrai, moi j'ai eu la chance que mes parents m'aient élevé. En fait, il y a un truc que je ne reproche pas du tout, parce que c'est normal quand tu déménages quand tu vas vivre quelque part, tu fais du communautarisme parce que tu te rapproches de ce que tu connais. Il y a la même chose en Guadeloupe. En vrai, les Blancs, quand ils viennent en Guadeloupe, ils traînent entre eux et tout. Et en vrai, c'est normal, tu te rapproches des références culturelles que tu as, des gens qui te ressemblent, etc. Et nous, les Antillais ou les Africains, on fait pareil quand on vient en France hexagonale. Donc, c'est quelque chose que je ne jette la pierre à personne. Moi, quand je suis arrivé à Paris, mes potes, j'ai pas forcément essayé de me rapprocher des Antillais, parce que en fait, c'était même pas conscientisé. C'est juste que mes potes, c'était les gens à qui je traînais tous les jours, c'était des escrimeurs, ils étaient blancs. J'avais mon pote Jean-Paul qui en est parti, qui était guadeloupéen. En fait, c'était eux mes potes, c'était les potes avec qui je m'entendais. Je me suis pas fermé à un monde pour essayer de me rapprocher d'un truc que je connaissais, parce que je ne le consentisais pas, mais en tout cas, j'avais rien à y gagner. Et donc, en fait, ça m'a aidé à me construire culturellement.
Merci pour la question. Merci pour la question. T'as une petite surprise. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. Ah, faut que je me lève. Ah, frère, montre-nous la petite surprise. Ouais, je me trimballe avec une médaille olympique dans la poche. Let's go. C'est bon. C'est bon. Je peux malheureusement pas la faire passer à tout le monde parce que c'est une médaille de bronze et vous avez vu, il y a des petits problèmes avec la médaille de bronze, elle s'oxyde beaucoup. Mais ouais, franchement, je suis très très fier d'avoir réussi à décrocher cette médaille avec mon équipe. Elle est un peu lourde et en fait, j'aime bien que les médailles olympiques elles soient lourdes parce que ça vient vraiment cristalliser les sacrifices, les efforts qu'on fait. Et en plus, en vrai, je vais pas faire le mec, hein, mais ouais, j'ai 3 médailles, donc je peux comparer. Celle-ci, elle est vraiment belle. Enfin, c'est quand même une dinguerie d'avoir un morceau de la Tour Eiffel sur sa médaille en face là. Donc non, franchement, c'est une médaille de bronze, mais pour avoir gagné l'argent et l'or, l'argent, tu perds quand même un match. L'or, c'était à Tokyo pendant le Covid. Là, finir sur une victoire au Grand Palais devant 8000 personnes, devant ma femme, ma fille, mes amis, le public français, c'était fou. Donc franchement, on a eu la chance de vivre cette fête du sport. Maintenant, il ne faut pas laisser que tout ça s'éteigne. Il faut pérenniser, faire en sorte que le sport fasse plus partie de la société française. Et voilà, c'était l'unique moment politique de la soirée. L'allocution. Non, merci. Merci Enzo, merci à tout le monde. J'écourte rapidement parce que c'était super long. C'était exceptionnel. Et ouais, photo. On fait une photo. On immortalise avec la médaille. Mais franchement, merci à tout le monde d'être venu. Et voilà, vous étiez studieux comme jamais. C'était un truc de fou. Vous avez même pas bougé, vous avez même pas bu. C'est des grandes je te jure. Personne qui est aux toilettes. C'est incroyable. Que ça venait du cœur, j'ai dit voilà. Mais non, franchement, merci beaucoup. C'était super bien. Enzo, tu t'exprimes comme je t'ai dit au début, ultra bien. T'es super malin, t'es fort. Franchement, respect. Et merci à tout le monde. On se voit au prochain Gamberge. Merci à tous. Merci beaucoup.